Bonsoir et bienvenue ici à l'INSEP pour le talk de France Info. Dans 6 mois, nous serons peut-être en terrasse en train de siroter un verre, de somnoler devant la télé ou de bronzer tranquillement les doigts de pied en éventail sur une plage du littoral. Les athlètes sélectionnés pour les JO de Paris 2024, eux, seront d'une certaine manière en train de jouer une partie de leur vie de sportif évidemment, parce que dans 6 mois, JO, acte 1, scène 1, ça sera le début des compétitions. L'année 2024 sera un millésime français, c'est ce que disait ici même Emmanuel Macron, le président de la République, qui est venu il y a 2 jours présenter ses vœux aux sportifs. On espère qu'il a raison, on espère évidemment tous qu'il y aura un maximum de médailles, on espère surtout que les sportives et les sportifs français sélectionnés seront de véritables alchimistes capables de transformer tout ce qu'ils touchent en or. Alors les rêves de podium, les objectifs de médailles, parce que ce n'est pas forcément des rêves de podium pour eux, ça sera dans 6 mois, en juillet, en août, mais pour avoir droit à ça, il faut d'abord se qualifier. Et si certains d'entre eux ont déjà leur billet en poche, pour la plupart, c'est dans ces 6 mois que ça va se jouer. Et c'est ce que nous vous proposons, de plonger dans cette préparation, de plonger dans ces 6 mois. 6 mois pour avoir le droit d'obtenir une belle boule au ventre avant le début des épreuves, de s'offrir une belle boule au ventre avant le début des épreuves, ou au contraire, malheureusement, pour passer à côté du travail d'une vie, passer à côté de l'objectif d'une vie. Cette préparation, on l'a fait ici, à l'INSEP, terre de champions, c'est ce que disait Emmanuel Macron il y a 2 jours maintenant. C'est un centre de très haut niveau, le centre de l'excellence où plus de 800 athlètes essayent quotidiennement, travaillent quotidiennement pour tout simplement devenir les meilleurs au monde et pour avoir le droit de participer à cette fête exceptionnelle qui aura lieu à Paris en juillet et en août. Alors, on est avec un certain nombre d'invités qui seront avec nous jusqu'à 20h. On va évidemment parler de sport. Vous les voyez derrière nous, hein. On ne triche pas. Hein. Les athlètes sont bien en train de se préparer pour les JO. On est de nouveau dans le gymnase. C'est absolument magnifique. On voyait les gymnastes passer sur les poutres depuis le début de l'après-midi quand on commençait à préparer cette émission. À côté de nous, vous ne pouvez pas le voir, mais dans un bâtiment à côté, il y a le dojo où vous étiez tout à l'heure, Chirine Boukli. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-championne du monde en moins de 48 kilos. L'entraînement s'est terminé. Vous avez pu changer. On ne vous a pas trop pressé dans cette journée? Non, ça va, ça a été, oui. Ça a été... Non, on sait parce que c'est l'entraînement toute la journée, c'est assez dur. Il faut beaucoup travailler, il y a beaucoup de répétitions. Et nous, on arrive comme ça en disant, bon, alors les JO, comment ça va se passer? Oui. C'est vrai qu'on fait beaucoup, on répète pas mal de choses depuis longtemps. Donc... Aujourd'hui, on peaufine les détails, on n'est pas très loin des JO, ça va passer super vite. Donc du coup, on a certaines thématiques à aborder. On essaye de prioriser vraiment ce qu'on a réellement besoin pour ce dernier temps qui nous reste. Et voilà, avoir un planning prêt jusqu'au jeu, quoi. On est avec Anaëlle Malherbe également, qui est avec nous. Bonsoir. Qui est psychologue et préparatrice mentale. Parce qu'évidemment, on parle de physique, construction du sportif, mais il y a toute une part également d'être capable d'appréhender cet événement, parce que notamment pour le judo, c'est une compétition, c'est une journée. Hein. C'est une journée, oui. Un athlète un jour, donc moins de 48, moins de 60 le premier jour, et après tous les jours il y a un athlète qui combat, donc c'est qu'une journée, et en une journée, à la fin c'est décisif, hein. On sait quand la journée se termine, c'est terminé, quoi. Donc, si vous nous rejoignez, on sera ensemble pendant 2 heures. On parle de judo, on va parler également d'athlétisme parce qu'il y aura un sauteur en longueur qui va nous rejoindre un petit peu plus tard. On parlera également de trampoline et de breakdance parce que le breakdance fait son apparition au jeu. C'est ponctuel hein, parce que c'est pour Paris 2024. Malheureusement, à Los Angeles en 2028, ça sera pas reconduit, mais on aura l'occasion cet été de profiter de cette superbe expérience. Ça sera sur la place de la Concorde et ça devrait être assez spectaculaire. On va parler de préparation mentale. J'ai juste une petite question, parce qu'on parlait des vœux du président. Oui. Je parlais du dojo. Oui. C'était... Vous étiez là quand il est... Oui, j'étais là, oui. Alors, il y avait beaucoup de monde autour, mais dans le dojo, il n'y avait pas forcément énormément de monde. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il vous a dit, le président? Ça s'est très bien passé. Il est venu nous voir sur du coup une partie de la séance, sur la fin de séance. Voilà, il a regardé quelques combats et après derrière il nous a parlé un petit peu. Il nous a dit qu'il allait être potentiellement là, donc c'est sympa.
Et voilà, après, on a pu discuter, lui, avec les entraîneurs aussi, pour savoir où on en était, comment ça se passait. Et voilà, c'était sympa. Il a mis un peu la pression, non? Non, pas de pression. Pas de pression. Non, pas de pression. Mais voilà, il sait que c'est le sport et qu'on travaille tous les jours pour ça. Et aujourd'hui, ça va être à Paris, ça va être exceptionnel. Et voilà, il nous souhaitait le meilleur. On vous le souhaite tous le meilleur, évidemment. J'ai oublié un intervenant important du live. C'est de ma faute. Évidemment, il y a les invités, mais il y a aussi les viewers qui peuvent interagir. N'hésitez pas à nous poser des questions. Les invités sont là pour y répondre. On va tenter, évidemment. Si vous avez des expériences à partager, également, mettez des petits messages. C'est toujours bénéfique et ça enrichit grandement cette émission. J'avais une question. Vous êtes qualifié déjà pour les Jeux? Oui, je suis sélectionnée en moins de 48 kilos pour les Jeux Olympiques. C'est parce que, moi je pense, honnêtement, quand on a commencé à préparer ces émissions, je m'étais dit, 6 mois avant les Jeux, tout le monde a son billet, tout le monde est prêt. Et en fait, pas du tout. C'est très compliqué. Oui. Vous, ça s'est passé comment? Grâce à quelle performance vous avez pu obtenir cette qualification? Alors, pour les Jeux? déjà en judo, c'est la première fois qu'on apprend une sélection aussitôt. Je sais que pour la sélection des Jeux de Tokyo, c'était plus tard, donc au mois de mars, si j'ai pas envie de dire de bêtises, par là-bas. Et en fait, sur le chemin de sélection, il a été décidé d'essayer de faire le plus tôt possible la sélection des Jeux pour pouvoir digérer que ce soit une non-sélection et une sélection. Et parce que y a une suite aussi pour les non sélectionnés, hein. Il y a d'autres compétitions, il y a des championnats encore. Donc voilà, donc il y a une première sélection au mois de novembre. Ce qui a été décisif pour moi, je pense, c'est les championnats d'Europe où j'ai remporté mon 3e titre. Et après ça, en fait, à la fin du mois, on a su la première partie de sélection. Et voilà, là, il manque chez les filles une catégorie de poids, la catégorie des moins de 78 kilos. Et il y a 2 autres potentiels moments de sélection. Ça va être après le tournoi de Paris, par là, et après les championnats d'Europe. Donc du coup, ça c'est vraiment pour les KT où c'est chaud. En concurrence, voilà, on ne sait pas trop comment qui mettre. Mais voilà, c'était vraiment le souhait de la Fédé de nous apprendre notre sélection le plus tôt possible. Les JO, vous y pensez combien de fois par jour? On y pense tous les jours. Tous les jours, et je dirais depuis ma sélection, tous les jours, fois 10 encore. Et c'est un petit moment particulier où on avait une athlète lors de la précédente émission qui avait mis un compteur de la date de la finale dans sa chambre. C'est votre cas ou... Non, je suis pas à ce stade-là, mais je sais très bien mon jour de compète. Après voilà, on essaye, on y pense, c'est important d'y penser parce que on se prépare aussi, comme on va le dire, mentalement à cet événement-là. Du coup, si on n'y pense pas, c'est pas normal. On sait pourquoi on se bat aujourd'hui et on sait ce qu'on veut. Donc l'objectif, il est là. Je sais que je vais être championne olympique, donc oui, j'y pense tout le temps. Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour le devenir. Donc les prochaines compétitions, c'est de la préparation, même si j'y vais parce que j'ai envie de gagner aussi. Hein. Mais je sais qu'aujourd'hui, j'ai un poids en moins dans le sens où je sais que j'ai ma sélection. L'objectif, c'est de gagner les Jeux. Et là, ce qui va arriver, c'est de la full prépa. La full prépa, justement, prépa physique, prépa mentale. Anaëlle Malherbe, le fait d'être déjà sélectionnée dans la préparation, dans l'appréhension de cet événement, dans la préparation mentale, c'est un point très important. C'est clairement un avantage. En effet, il y a certains sportifs qui ont déjà leur quota. En fonction des sports, il y en a pour qui c'est nominatif et d'autres non. Donc ça a aussi un impact sur la gestion de la pression, la gestion de la préparation. Et en effet, l'idéal, c'est d'avoir suffisamment de visibilité pour pouvoir travailler sur des objectifs très précis. Comme Chérine le disait, il y a un programme qui est assez spécifique, que ce soit d'un point de vue technique, tactique, physique ou mental, de savoir les curseurs, on va dire, sur lesquels on a envie d'évoluer et d'avoir la possibilité de prendre les compétitions à venir aussi comme des potentiels entraînements sur des objectifs de maîtrise en vue des Jeux Olympiques. Donc clairement, c'est un avantage que tous les athlètes et tous les sports n'auront pas forcément. Alors, une question de weight strip dans le stream. Est-ce qu'il y a plus ou moins de stress d'être à domicile avec le voyage en moins? Il y a un peu des deux. Je dirais que il y a du stress parce qu'aujourd'hui, c'est à Paris. C'est tous les 100 ans. Donc, c'est exceptionnel. On a envie de marquer l'histoire de notre discipline, on a envie de faire bien. Voilà, on a le public français avec nous. Donc, bien sûr, quand on pense à tout ça, ça provoque du stress quand même. Après, ça reste les Jeux Olympiques, donc peu importe,
ça peut être à Tokyo, ce sera à Los Angeles. Le stress, il sera toujours là et ce sera toujours un événement spécial et particulier. Appréhender l'événement, c'est au-delà de l'aspect physique, c'est aussi ce qu'il y a de plus dur. Est-ce que vous avez connu des athlètes qui, au moment de passer à la compétition, perdaient tous leurs moyens? Donc pendant les Jeux Olympiques Ouais, aux Jeux Olympiques, oui. En fait, sur certaines grosses compétitions, il y a des athlètes qui vont davantage basculer sur l'enjeu. C'est pour moi l'un des pièges principaux de commencer à se focaliser sur le résultat et donc du coup de se décentrer de ce qui est en train de se passer à l'instant présent. Si on prend l'exemple de Chirine sur le judo ça va extrêmement vite, ce qui fait que s'il y a une gestion des émotions qui est plus complexe ou une baisse d'activation ou de concentration, le contre peut arriver rapidement, l'erreur peut arriver rapidement. Et donc, du coup, c'est des axes qui sont importants à travailler. Il y a des athlètes, à certains moments, qui peuvent être, du coup, pris par l'enjeu, se décentrer de ce qui est en train de se passer à l'instant présent, et donc, du coup, de passer à côté de certaines compétitions. C'est pas le seul élément, mais ça peut être un élément. Et les jeux à la maison, je pense qu'on a des choses particulières à travailler en amont sur la gestion des proches. Je ne sais pas si c'est des points qui sont abordés pour tous les athlètes qui sont suivis, la réaction par rapport au public, le fait que pour certains ça va être un avantage, mais pour d'autres, je pense, dans certains vécus, ça peut être aussi un inconvénient, parce que plus de médiatisation, plus d'attentes externes, plus d'attentes des proches, et donc du coup, comment soi, en tant qu'individu, en tant qu'athlète, on peut réussir à faire face à tous ces éléments-là pour, encore une fois, être au rendez-vous sur un instant T et sur des épreuves qui peuvent être aussi extrêmement courtes. Judo, c'est une journée. Certaines compétitions vont être sur plusieurs jours, d'autres, ça va être quelques minutes. Donc c'est extrêmement énormément de travail, énormément d'engagement pendant des années pour un laps de temps extrêmement court au final. On entend les gymnastes qui travaillent derrière nous, qui font les pas évidemment sur le tapis. Chirine, la préparation mentale, c'est au début vous vous êtes dit, vous n'y croyez pas trop quand même? Non, au début j'y croyais pas trop parce que j'estimais que si de moi-même je me disais que j'allais être prête et que j'avais envie d'aller gagner, je le ferais. Sauf que arriver à l'INSEP, c'était pas facile. Donc moi je suis arrivée en 2016 à l'INSEP et j'étais mineure, du coup j'avais 17 ans. Et en fait quand on arrive à l'INSEP, on se rend compte que on est sur la terre des champions, comme vous l'avez dit, et avec les meilleurs Français et Françaises sur le tatami. Donc du coup forcément quand on est là, on a 17 ans, on a eu l'habitude de s'entraîner avec des filles plus ou moins qui ont notre âge et où on arrivait plus ou moins à gérer. Franchement, c'était quand je m'entraînais... Même à l'entraînement, j'aimais pas perdre, donc ça se passait bien à l'entraînement. Mais là, quand je suis arrivée à l'INSEP, c'était vraiment le contraire. Je savais que j'allais m'attendre à quelque chose de beaucoup plus costaud, mais mentalement, c'était difficile parce que moi, j'avais les cours avec ça, je passais mon bac. Et en plus, il y avait des compètes où j'étais pas présente, non sélection, je savais pas trop m'exprimer en fait. J'avais l'impression d'être bloquée parce que ici, en fait, je m'exprimais pas forcément. Mon judo, je n'étais pas assez forte. Physiquement, techniquement parlant, en fait j'étais jeune et du coup on crée des blocages parce que on prend des hippons quand on tente ça. Alors du coup quelle est la solution, on ne sait pas, donc faut travailler et en fait à la fin en compète on s'exprime plus non plus et du coup à partir de ce moment-là je me suis dit qu'il fallait vraiment que je bosse l'aspect mental. Et d'ailleurs la première fois que j'ai bossé en prépa mentale c'est avec Anaëlle. On a bossé ensemble à l'INSEP et en fait du coup c'est là que j'ai vu l'intérêt de préparer de se préparer aussi mentalement comme un entraînement et après ça j'ai réussi à avoir quelques déclics en compétition, etc. Et j'ai refait une coupure de prépa mentale estimant que peut-être ça suffisait et que c'était bon. Mais en fait, je me rends compte à très haut niveau aujourd'hui, en étant en équipe de France, que le mental, ça s'entraîne comme quand on travaille la muscu, notre physique, ou quand on répète nos gammes au judo. Parfois, on oublie. Donc, on a beau répéter nos spéciaux et tout. Des fois, quand on les répète pas assez, en fait, on va les faire en combat. Et ce qui va se passer, c'est qu'on les fait pas très bien parce qu'on a oublié des petits détails qui sont importants pour pouvoir la faire comme il faut. Et en fait, en prépa mentale, c'est la même chose. Donc, même si j'entends, je sais ce qu'il faut que je fasse, en fait, j'oublie les petits points de détail que quelqu'un va pouvoir me rappeler, en fait, qui vont faire un déclic dans ma tête. Et donc,
Voilà, j'ai regardé un petit peu aussi avec d'autres prépas mentales, parce que ça marche aussi au feeling, hein, la prépa mentale. Des fois, du coup, là, je bosse avec un autre prépa mental et ça se passe très très bien. On est sur beaucoup de me rendre compte que des fois, il y a des séances où j'ai pas l'impression que c'est bien. Mais en fait, il y a qu'un seul truc qui était pas bien sur 100 par exemple. Et moi, ça m'a tué ma séance dans ma tête, alors que pas du tout. Et du coup, tu te rends compte, tu réalises toi-même qu'en fait, c'était bien ce que j'ai fait. Donc c'est des petits trucs comme ça, comment ça a été ta journée, voilà. Puis de la visualisation, comme je disais, on fait plein de trucs. Et aujourd'hui, ça a énormément d'importance parce que je suis persuadée qu'aux Jeux Olympiques, le judo, il y aura, le physique, il y aura. Mais c'est le mental qui va faire que on va gagner ou on va perdre, quoi. C'est sûr. Annelle, Chérine disait, on s'entraîne, le cerveau, entre guillemets, on l'entraîne comme un muscle classique. Comment on entraîne le cerveau dans la préparation? Parce que ça paraît quand même moins évident. On comprend qu'il faut aller courir ou répéter des mouvements, mais le cerveau, ça paraît un petit peu plus confus. En fait, je pense qu'il y a aussi deux aspects à mettre en exergue. Il y a le travail psy, qui est le fait d'apprendre à se connaître. Et je pense aussi au fur et à mesure des années que tu as de plus en plus appris à te connaître. Et ça, c'est des points qui sont extrêmement importants parce que ça permet de retrouver la maîtrise sur la situation, de savoir comment on gère certaines situations, comment on peut anticiper. C'est aussi un travail par rapport à soi, au milieu d'un système qui soit fédéral, parce que d'une fédé à l'autre, c'est pas exactement la même culture, entre guillemets, sportive. Et puis par rapport à son système aussi personnel. Et une fois que les bases sont posées là-dessus, je pense qu'on peut aller plus loin sur la prépa mentale. Et la prépa mentale, c'est plutôt le développement ou le renforcement de certaines habilités. Et donc, en effet, ça demande de la répétition. D'abord de réussir à se l'approprier et ensuite de le mettre en place dans des situations d'entraînement, sur la visualisation, sur gérer la concentration, les distracteurs, prendre la bonne décision au bon moment, savoir à quel moment c'est important de switcher, peut-être même d'un point de vue tactique, par rapport à son niveau d'énergie, comment on appréhende ses adversaires. En fonction de la perception qu'on a de ses adversaires, on va être plutôt des fois enclin à être sereine et dans la combativité, et puis à certains moments peut-être de se positionner mentalement différemment vis-à-vis de ses adversaires. Donc c'est vraiment une notion de répétition avec des exercices qui vont être extrêmement individualisés parce que à ce niveau-là, à un niveau comme Chérine ou comme les autres invités que vous allez avoir après, on est forcément sur l'individualisation et sur des choses extrêmement précises. Et c'est là où c'est aussi intéressant d'aller découvrir d'autres approches parce que d'un intervenant à l'autre, il y a aussi d'autres éclairages, d'autres mots ou d'autres outils qui peuvent alimenter cette dynamique. J'avais une petite question parce que vous avez expliqué dans une interview que par rapport au championnat d'Europe, vous avez pensé au jour d'après. Vous êtes mis à imaginer ce que pourrait être le jour d'après la victoire, avant la compétition. Vous pouvez nous raconter un petit peu cette... En fait, du coup, ça c'est un travail de visualisation où je me mettais à faire comprendre bien en amont la compétition à mon cerveau qu'on avait déjà vu ce qui se passait. Du coup, on se visualise dans l'aréna des championnats d'Europe à Montpellier, en train de traverser le tapis pour aller sur le tatami, quelques randonnées, potentiellement les adversaires, etc. Donc, en fait, je faisais comprendre à mon cerveau qu'on avait déjà vécu ça. Du coup, comme il l'avait déjà vécu, en l'imaginant, potentiellement, quand on allait arriver sur l'événement, on n'allait pas être choqué. Et du coup, c'était ça, en fait. C'était de provoquer ça, le fait de... quand je vais arriver sur les lieux, en fait, ça va aller. Et parce qu'on l'a déjà vu. Et on l'a peut-être déjà fait même, en fait. Donc, du coup, c'est ça que j'ai un petit peu bossé, parce que, je l'ai pris, en plus les championnats d'Europe, comme c'était à la maison, à Montpellier en France, c'était vraiment une bonne prépa par rapport aux Jeux Olympiques. Mais voilà, j'ai bossé ça. Après, j'ai fait beaucoup d'autres choses. Comme disait Anaëlle, en fait, on apprend tous les jours à se connaître. Aujourd'hui, j'ai 25 ans et je pense qu'il y a plein de choses que je ne sais pas encore. Et au fur et à mesure, j'apprends une nouvelle chose. Que la visualisation, par exemple, c'est pas un truc que je faisais beaucoup, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a intérêt que, en fait, avant mes combats, par exemple, on a besoin de se concentrer à fond, de se mobiliser. Et des fois, on a besoin aussi de libérer en nous
avoir des automatismes et de provoquer en fait ce qui fait que là je vais avoir le feu en fait et je vais avoir envie de tout casser. Moi je sais qu'il y a beaucoup de en fait la haine, les trucs comme ça me montait le cerveau un petit peu et ça me donne tellement la rage que j'ai envie d'aller sur le tapis et en général je provoque quelque chose en moi qui fait que je suis pas trop mal sur le tatami, je suis super agressive et je laisse rien passer. Et du coup, c'est des petits trucs, des petits détails qu'on essaye de mettre en application sur les compétitions en ce moment pour préparer les jeux, quoi. Pour mettre dans le meilleur état d'esprit, certains athlètes, il faut les pousser, d'autres, il faut les inhiber un petit peu. Des fois, il y en a qui ont besoin d'être au calme, des fois, il y en a qui ont besoin de peut-être faire des exos de respiration et tout. Moi, je sais que j'ai besoin d'excitation, j'ai besoin de me dire que je vais arriver, et moi, sur le tapis, j'ai envie de la retourner, quoi. Ouais. Enfin, voilà, mais clairement, et là, t'es quoi C'est du judo, hein, donc... Ouais, après, oui, mais on est dans un état d'excitation où moi, j'ai besoin de sentir ce feu. J'ai besoin, en fait, comme si il y avait quelque chose qui se passait quelque chose mais qu'on me retenait et que j'avais juste envie d'y aller, quoi. Et ça tu le provoques en fait et l'objectif c'est de savoir se le faire tout seul aussi, parce que je sais qu'il y a des fois je le fais avec mes entraîneurs et tout, et des fois pendant des séances d'entraînement où je lâche un petit peu je lâche le fil parce que je suis agacée et que ça m'énerve et que je rentre dans un schéma qui est pas bon, et ils arrivent à me provoquer, à me piquer, et en fait ça me fout les nerfs et derrière la séance elle se passe beaucoup mieux. Mais ça faut savoir le faire, mais tout seul. Parce que du coup, les entraîneurs, ils sont là pour ça aussi, pour me passer des messages. Mais en fait, des fois, on va changer d'entraîneur. Faut savoir se le faire tout seul, en fait, parce que on est nous-mêmes aussi acteurs en fait de ce qui va se passer. Annelle, la visualisation, c'est une chose. Il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs clés. Il y a quoi comme autre clé, comme type d'outil, on va dire, comme type d'approche. Dans la boîte à outils. Alors, on peut se servir, dont on peut se servir quand on vise une médaille d'or, mais pas forcément dont on peut se servir dans la vie de tous les jours. Sur la prépa mentale, dans ce qui fonctionne très bien, il y a la fixation d'objectifs, donc savoir se poser des objectifs de maîtrise qui ne sont pas forcément que des objectifs de résultats, et de les adapter aux objectifs de résultats qu'on a fixés. Donc on va prendre par exemple pour des sportifs tout venants qui préparent un marathon, je ne sais pas, il y a plein de coureurs à Paris, donc voilà. Mois d'avril, hein. Voilà. Ça peut être de dire quel est le temps que je veux faire, quelle est la fourchette de temps que je m'autorise à faire, parce que sinon c'est du on-off, donc soit on est satisfait, soit on ne l'est pas. Donc pour gérer la frustration et gérer même l'activation après, ça peut être à double tranchant. Donc avoir des objectifs de résultats et après se dire qu'est-ce que je vais mettre en place mentalement, sur quoi j'ai envie de travailler, qu'est-ce qui va m'aider à être efficace pour cet objectif-là, et pareil d'un point de vue technique, tactique et physique. Donc la fixation d'objectifs, c'est une très grosse base. Il y a aussi tous les outils, par exemple de mindfulness, de sophrologie, de relaxation, de respiration. Ça dépend des sportifs qui vont être plus ou moins sensibles à tel ou tel type d'approche, qui va jouer sur la relaxation, la concentration, sur le niveau d'activation, sur la gestion des distractions. Et puis après, il y a en fait énormément d'outils. Je pense qu'on développe aussi nous-mêmes en séance. Enfin, moi, il y a des outils que j'ai créés à force de travailler avec les athlètes de haut niveau et qui vont permettre justement en indiv, en par équipe ou même des fois sur des binômes de travailler sur ces points-là. On a tous en nous les clés, ou on doit aller les chercher ailleurs? C'est une bonne question. En tant que psy, j'ai envie de vous dire, en fait, on continue tout le temps à évoluer, à travailler sur soi. Même moi, je travaille sur moi avec un psy depuis des années, et je pense que jusqu'à la fin de ma vie, il y a plein d'autres choses que je vais continuer d'apprendre. Sur la préparation mentale, je pense que, pareil, c'est des choses qui se renforcent, c'est des choses qui se développent. Après, j'ai la sensation qu'il y en a qui vont être plus à l'aise que d'autres. Objectivement, je me permets de le dire, Chérine, mais tu vois, sur les débuts, sur le suivi, je pense que tu avais aussi énormément de bonnes bases. Et donc, du coup, ça permettait d'aller sur certains axes. Et peut-être même que c'est pour ça qu'au départ, tu disais, mais pourquoi la prépa mentale ? Parce qu'il y a des moments où c'est quand on se retrouve en difficulté que là, on se dit, OK, peut-être que je peux aller chercher plus loin. Donc, il y a aussi, je pense, un potentiel qu'on peut développer, plus ou moins en fonction de l'envie de l'athlète, de sa motivation à des fois aller voir sous le tapis ce qu'on n'a pas envie d'aller voir, parce que c'est ça aussi le travail sur soi, pour trouver des solutions. Et donc, ça fait qu'il y a des moments où on va un peu moins bien pour ensuite décoller parce qu'on a passé des caps, parce qu'on a appris des nouvelles choses et qu'on a des nouveaux outils. Vous avez un petit rituel avant les combats ou avant les compétitions, ou des choses que vous voulez faire à chaque fois de la même manière? Du coup, moi, en général, donc il y a le tableau, le tirage qui sort la veille de la compétition.
Donc ce que je fais moi tout le temps, c'est que je regarde à peu près mon tirage. Je fais de la vidéo sur mon potentiel partenaire que je vais prendre du coup au premier combat. Et derrière, je fais un peu un travail de visualisation en prépa mentale où je me mets à visionner mes points forts d'un point de vue interne, puis externe, quelque chose que j'ai envie d'améliorer. Donc par exemple, je sais pas, la confiance en moi. Donc du coup, j'essaye d'imaginer un moment où j'avais extrêmement confiance en moi. Donc je me remémore ce moment-là et je le vis. Donc j'essaye tout ça en visualisation. Donc il y a plein de petits exercices comme ça que je fais la veille de ma compétition. Et derrière, le jour de ma compète, en général, j'ai mes petites routines. Hein. Je mets ma musique. Juste avant de rentrer dans le combat, j'aime bien sentir un petit peu l'atmosphère parce que la musique, ça me fait déstresser un petit peu et détendre la pression. Du coup, dès que j'enlève mon casque, là, j'entends tout ce qui se passe. La pression, elle remonte. Mais il faut un petit temps... Enfin, je veux pas que la pression, elle soit longue. Donc, du coup, c'est pour ça que je mets mon casque. Et en arrivant... je sais pas, je regarde à peu près, il reste 1 ou 2 matchs avant moi. Là, j'enlève mon casque, je ressens la pression, parce qu'il la faut aussi, il faut cette adrénaline-là pour pouvoir aller dans le combat. Et après, je m'excite en fait, on va dire, je me chauffe en me pensant à des choses, en me disant des choses. Et il y a des mots aussi, on met des mots sur certains trucs, hein, on s'imagine... je sais pas, mais moi, par exemple, mon truc, c'est qu'on me dit tout le temps, on a mis un mot en fait sur l'action, du coup, où genre, moi, je suis comme un bulldog. Le bulldog, il est là, quand il a faim, l'os, c'est le sien, c'est pas le tien. Et du coup, je m'imagine comme ça, c'est un mot que j'ai mis sur ce que je dois faire, et du coup, c'est censé, entre guillemets, je sais pas comment expliquer, c'est très compliqué, mais voilà. Et après, je me dis des choses qui sont, je peux pas dire à la télé, hein. Mais on est là, on n'a pas envie d'être copine avec la fille en face. Donc du coup, je me dis, tu vas pas perdre quand même, enfin tout ce genre de choses, et on s'excite en fait juste avant le match. Et voilà. Après, ça c'est mes routines. Quand je sors du combat, je regarde le match d'après, je remets mon casque, je me pose, je trottine un petit peu au bord du tapis. Normalement, après le combat, il y a beaucoup moins de pression. Et il n'y a plus qu'à, on se dit, la journée elle est lancée, donc go. Voilà. C'est complet. Je vous voyais acquiescer. Non, oui. Et puis, en fait, tu mets aussi en lumière le fait que le premier combat, pour certains, quels que soient les sports, hein, à l'escrime, c'est pareil, par exemple, c'est vraiment ce qui va lancer, entre guillemets, la compétition ou pas. Et donc, du coup, il y a des moments où on va plus travailler le premier combat que les combats d'après sur la gestion mentale. Parce qu'on ne sait pas trop, en fait, le premier combat, ce qu'on vaut. Comment on est aujourd'hui, comment ça se passe, parce que peut-être tu te sens trop bien, mais ça va pas être comme ça, ou peut-être, en fait, ça va être trop bien aujourd'hui, là, tu te sens, t'es bien, mais tu t'imagines trop de choses, donc c'est pour ça qu'on a hâte de voir ce qu'on vaut sur le premier, peu importe ce qui se passe, hein, l'objectif c'est de gagner le combat, on s'en fiche, mais voilà, au moins tu vas voir où t'en es. Le premier, c'est là où il y a un peu de surprise, etc., donc on tâte un peu le terrain, on se livre pas trop, donc moi j'étais à un stade avant où je me livrais moins. Et après, je suis arrivée l'année dernière où je me disais, j'aimerais que le premier combat, je gagne par hippon comme les champions. Premier combat, 30 secondes, j'aimerais trop. Et des fois, ça m'est arrivé des premiers combats de faire 30 secondes. Hein. Ça veut rien dire, mais moi, avant, je voulais pas trop donner dans la peur et la crainte, en fait. Plus t'en donnes et en fait, tu te fais avoir, entre guillemets, parce que t'étais tellement excitée. Du coup, t'es rentré dans un truc, c'était pas un bon schéma. Du coup, je tâtonne entre le juste milieu, pas trop faire, et après, quand je vois 1 ou 2 séquences commencer, c'est bon, allez, go, là, je sens qu'on peut y aller. Mais le premier, oui, c'est le plus dur. Dans la tête, hein. Justement, dans la tête, Annette, j'ai une question. Le cerveau comprend pas trop la négation. Exactement. Il n'y a pas de négation possible. Quand on se parle, vous parlez un petit peu, visiblement, oui. Vous préparez pas mal, mais c'est bien, c'est vachement bien. Oui. Quand on se parle, il ne faut pas mettre de négation. Sinon, en fait, si par exemple je vous dis de fermer les yeux, allez-y. Et surtout, de ne pas penser à un lapin blanc. De ne pas penser à un lapin blanc. Mais surtout, vous visualisez pas le lapin blanc, vous le voyez pas. La première chose que vous allez voir, c'est le lapin blanc. Bah oui. Ah ouais. Et c'est comme dans un rêve. Dans un rêve, si vous êtes persuadé que vous êtes en vacances sous les cocotiers après les jeux à profiter, vous serez en train de le vivre. Qu'en fait, notre cerveau fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et le ne pas n'existe pas. L'inhibition à l'action, ça peut créer une inhibition à l'action, mais ça n'existe pas pour notre inconscient. Et c'est pour ça que des fois, certains entraîneurs vont dire surtout va pas à gauche ou surtout prends pas la manche comme ça. C'est terminé, l'athlète est déjà en train de le faire.
parce que c'est trop long d'analyser, de changer sa pensée et du coup de changer l'action. Donc le discours interne, c'est important qu'il soit positif et qu'il soit en effet, comme tu l'as dit, en fait aussi associé à un état émotionnel spécifique. Là, Chirine, elle parle d'un des états émotionnels qui lui permet d'être efficace, qui va être différent selon les athlètes. Et les mots vont avoir un sens. Il y a d'autres choses, d'autres petites, qu'on pourrait utiliser au quotidien, même si le 27 juillet, je pense que c'est le 27 juillet à 10h, parce que c'est la date de votre combat. À 10h c'est précis, à 10h. J'ai regardé, j'ai vu ça. Normalement, c'est le 27. C'est le 27. C'est le 27 juillet, c'est peut-être pas 10h. Le lendemain de la cérémonie d'ouverture. Ouais. D'ailleurs, la cérémonie d'ouverture, du coup, c'est à la télé Du coup, c'est à la télé, bien sûr. Moi, ce jour-là, j'ai ma pesée, il y a la compète à penser, donc la cérémonie, c'est pas grave. Je la suivrai à la télé. Tokyo, c'était pareil ou... C'était pareil. Parce que vous êtes la plus petite catégorie. Oui. Donc la première à aller sur le tapis. Oui. Premier jour, la journée potentielle, première médaille pour la France. Donc oui. Première, ouais. On a compris on a vu ce que vous visiez. Hein, non mais oui, mais bien sûr, mais à Tokyo, voilà, quand du coup Luca Mekede en moins de 60 a fait sa médaille, c'était la première médaille française des Jeux, donc c'est fou quoi. Donc oui. Vous y pensez à ça aussi ? Ah, on pense à tout. On pense à tout. Là, c'est le moment de se poser plein de questions, je dirais. Et après, une fois qu'on a toutes les questions sont posées, il faut plus réfléchir et foncer. Donc du coup, là, je suis un peu dans une période de savoir réellement ce dont j'ai besoin aujourd'hui et comment j'y vais pour réussir. Donc du coup, je suis dans la phase de questionnement là. Mais normalement, dans quelques jours, il n'y a plus de questionnement. Donc oui, on pense à tout ça. On pense à... la médaille à aller chercher, la première pour la France, que sûrement il y aura le président avec nous ce jour-là, comme à Tokyo. Donc pas de surprise. Il faut pas de surprise. Vous voir. Oui, il est déjà venu et ça s'est pas très bien passé, donc j'espère que la prochaine fois ça se passera mieux. Maintenant je le sais, donc il n'y a plus de surprise non plus. Il va pas me choquer. Anaëlle, aujourd'hui les sportifs, la préparation mentale, ils l'intègrent tous, ou vous êtes confronté ici à l'INSEP ou ailleurs, hein, à certains athlètes qui viennent entre guillemets uniquement quand ils ont un problème. Alors, ça existe encore. C'est l'étape à faire évoluer. Je pense qu'il y a de plus en plus d'athlètes qui sont en demande. Rien quand je vois le nombre de sollicitations qu'on a, avec tous les collègues confondus. Déjà, on a dû recruter des collègues parce qu'il y avait trop de demandes sur l'accompagnement psy et perf. Et il y a plus de suivi potentiellement perf que vraiment de thérapie, on va dire, à proprement parler. Donc, ça s'est vraiment développé. Il y a de plus en plus d'athlètes qui en parlent, des coachs qui sont aussi initiés à ça. Et donc je pense que ça fait un effet boule de neige positif. Après, l'étape à venir, c'est celle que vous avez dite, c'est-à-dire que certains vont venir que quand ça va pas. Et Chirine l'a dit tout à l'heure, il y a des moments où il peut y avoir des coupures et puis après on se rend compte qu'il y a des choses qu'on mettait en place qui fonctionnaient et qu'on a oubliées. Et donc ça peut se faire aussi par cycle, mais c'est venir pour développer et pour renforcer. Pareil sur l'aspect psy, il y a des moments où ça va bien. Ok, super, qu'est-ce qui fait que ça va bien ? Comment on peut s'appuyer là-dessus pour que dans tes différents domaines de vie, tu aies un équilibre et que tu puisses continuer à le nourrir pour que ça puisse durer dans le temps et s'adapter aussi aux différents objectifs de vie. Donc c'est important de faire évoluer, ça va être notre étape encore là-dessus. Venir quand ça va aussi. J'avais une dernière question, parce que je sais que vous avez un rendez-vous, donc vous devez nous quitter. On parle beaucoup actuellement de préparation mentale, de santé mentale. Donc à l'INSEP, il n'y a pas de souci, parce que tout le monde est encadré très bien. Mais pour nous, les gens qui nous regardent au quotidien, parce qu'on peut très vite tomber sur des charlatans, quels sont ce qui doit nous mettre en alerte et les risques à éviter ? C'est une bonne question. La posture, c'est un point qui est assez complexe. En fait, vous avez différents types d'intervenants. Vous avez des psychologues, vous avez des préparateurs mentaux, vous avez des coachs, et puis vous avez des chercheurs. On va dire c'est les 4 grands métiers qu'on peut retrouver. On n'a pas les mêmes formations. Psy, par exemple, c'est le seul titre qui est vraiment protégé. C'est-à-dire que comme kiné, vous pouvez pas mettre une pancarte sur votre cabinet en disant je suis psychologue ou je suis kinésithérapeute si vous n'avez pas validé vos 5 ans. Donc ça met en exergue aussi une certaine prévention, je pense, au niveau de l'éthique et de la posture. Après, des points qui sont importants à évaluer, c'est que
l'accompagnant, si à un moment donné, il va jusqu'à être trop présent ou trop s'approprier la performance de l'athlète, il n'est pas à la bonne posture. C'est vraiment de chercher à autonomiser l'athlète et se dire, si tu n'as pas besoin de moi en compète, tant mieux. Vraiment, l'idée, c'est ça. Après, c'est de pouvoir, à certains moments, venir pour capter certaines choses, observer, travailler plus en profondeur, avoir aussi le feedback des entraîneurs, etc. Mais de pouvoir vraiment pousser à l'autonomie. Et l'une des problématiques, pour moi, c'est des fois plus la posture que la formation. Il y en a qui ont les connaissances et les compétences, mais qui n'ont pas forcément la posture. Quelles que soient, en fait, les branches que je vous ai citées. J'ai une dernière. Promis, c'est la dernière. Après, je grappille un peu 10 minutes. Non, excusez-moi. Non, juste, vous serez au JO cet été aussi parce que vous allez vous occuper d'un programme assez vaste. Oui. Pas simplement des athlètes, mais de toutes les personnes qui vont participer aux Jeux. C'est ça, c'est le premier à Paris. Je vais être sur 2 grands aspects. Il y a plusieurs athlètes olympiques que j'accompagne qui m'ont demandé d'être présentes ou certaines équipes. Donc, je serai plus sur la perf à ce niveau-là. Et en parallèle de ça, je coordonne la cellule psy qu'il va y avoir pendant les Jeux. C'est la 2e édition, on va dire, là-dessus, du rôle de welfare officer. La première fois, c'était pour les Jeux de Pékin sur les Jeux d'hiver. J'y étais avec une collègue, avec Cécilia. Et là, cette année, on sera 3. Et donc, du coup, c'est d'être garant de la santé mentale de toutes les personnes accréditées de la délégation française. Donc, il y a aussi les entraîneurs, il y a les staffs, il y aura peut-être même les DTN, etc. Et donc, on est en train de mettre en place justement tout un process d'accompagnement, de prévention et enfin voilà, de la dimension mentale et notamment sur l'aspect psychique. Merci beaucoup Anaëlle Malherbe. Chirine, vous restez avec nous parce qu'il y a Erwan Konaté qui va nous rejoindre dans un instant. On va faire une petite pause. Alors, je voulais m'excuser parce que j'ai pas pu prendre les questions. C'est pas que je ne voulais pas, c'est que j'ai eu une petite rupture de faisceau et du coup j'ai perdu mes identifiants pour je dis tout et je le vois depuis tout à l'heure. Donc je voulais profiter de la pause pour remarquer les bons identifiants pour pouvoir accès au chat et pouvoir répondre à vos questions. Mais je m'excusais, j'en ai pas pris beaucoup, mais ça a sauté au bout de peut-être 3 minutes. Donc après, mais c'était très bien avec vous, c'était parfait. Mais on n'a pas pu interagir avec le chat. Donc on va le faire dans la deuxième partie. Merci beaucoup, Chirine. Bonne soirée, merci. Et Erwan nous rejoint.
On le voit là, oui, on peut le voir un petit peu. Il y avait des questions pour vous. On va les reprendre. En fait, on est toujours à l'INSEP, on est toujours sur Twitch. En Formule 1, on change les pneus. Là, on a changé un petit peu les places des micros et également quelques messages sur Internet pour pouvoir interagir avec vous. N'hésitez pas à poser nos questions. Alors, il y a une invitée qui nous a quittés, mais il y en a un autre qui est arrivé, c'est Erwan Konaté. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien. Nous, ça va bien. On est content de vous voir. On est super bien. Comment s'est passée la journée? Très longue. J'ai fait des petits allers-retours avec la voiture, donc je reviens de 4 heures de route, mais bon, c'était un plaisir d'être avec vous. Vous étiez où? J'étais chez moi dans le Nord. Ah d'accord. Ah, vous revenez spécialement pour nous? Exactement. Ah, ça c'est super sympa. Hein. Ouais. Merci. Il y a Diego qui est derrière de l'INSEP. Bien géré. Prépare merci beaucoup. C'est vraiment super chouette. Bon, vous restez ce soir quand même? Bien sûr, bien sûr. Donc aujourd'hui c'était un petit peu relâche quand même? Un petit peu, on est chill. Ouais. On est très chill. Pour vous, c'était pas relâche quand même? Non. Chirine, Après, on n'a pas grand les slam qui saisons arrive, dans l'année, elles sont pas les mêmes. Mais oui, moi, il y a un grand slam qui arrive. Ouais. Ah oui, parce que on va parler évidemment, on parle de la préparation. Nous, on est tous focalisés sur les JO, la cérémonie d'ouverture le 26 juillet et le 27 juillet avec votre premier combat. Vous, c'est deuxième semaine, hein, les athlètes, c'est toujours au JO, c'est le... Ouais, ça va être... moi, je saute le 4 et le 6 août. Donc voilà. C'est sûr? C'est sûr. C'est sûr. Que c'est le 4 et le 6 août. D'accord. Oui. Après que j'y serai... Oui, c'est ça. Ah, mais il n'y a que les défaitistes qui vont dire qu'ils n'iront pas, donc bien sûr. Non, mais on vous le souhaite. Mais c'est parce que je me perds un peu dans les qualifiés, pas qualifiés, mais... C'est hyper compliqué, surtout avec le nombre de sports qu'il y a lors de ces JO. Non, nous, c'est un peu plus compliqué parce que la liste officielle sort le 8 juillet. Bon, la liste unofficial, elle sortira un peu avant, on le saura un peu avant, mais officiellement, ouais, ça sera le 8 juillet, donc ils nous font attendre. Vous faites du saut en longueur, je ne sais pas si je l'avais précisé. Et votre record, c'est 8,12 m. Oui, mais on va le changer. Ça ne me va pas. Alors, j'avais une petite question, parce que justement, on va le changer. Nous, on est toujours focalisés sur les compétitions officielles. Bien sûr. Mais est-ce qu'à l'entraînement, il vous est déjà arrivé de sauter plus loin? Sûrement. Mais après, avec mon coach, on n'aime pas trop mesurer parce que l'entraînement, c'est l'entraînement. La compétition, c'est la compétition. Et c'est bien beau de faire 9 mètres à l'entraînement, mais si on n'est pas capable de faire un minimum de 8 mètres en compétition, ça vaut rien. Donc vous ne mesurez pas? Non, vous ne mesurez pas, vous ne voulez pas le dire? Non, je ne le mesure pas parce que j'ai pas envie de me mettre une pression pendant les compétitions en me disant bon, à l'entraînement t'as fait ci, fais-le en compétition, alors que c'est pas du tout la même chose. Chirine, je pense qu'elle est d'accord avec moi. On a beau être beau à l'entraînement, 2 jours après c'est la compétition et on peut totalement se chier. Ouais, c'est clair. Deux petits commentaires, je voulais les prendre un petit peu plus tôt, mais ça c'était pour Chirine qui était là dans la première partie, donc évidemment il y a des petites questions pour elle. T'inquiète pas pour la cérémonie d'ouverture, tu pourras te rattraper pour la cérémonie de clôture, c'est Nassoumre qui nous dit ça, on l'espère. Oui, oui, carrément, oui. C'est prévu de rester sur la totalité? Oui, après de toute façon c'est à Paris, donc on est là. Hein. Oui. On est là. Après, on pourra fêter aussi la médaille. Je pense que c'est plus sympa. Bien dit ça. Et Cancloun qui nous dit trop hâte d'être le 27 juillet pour chanter la Marseillaise avec Chirine. Trop hâte, moi aussi. Super. Ça, c'est sympa. Et puis après, il y a d'autres questions, mais on a aussi d'autres interactions, donc je les prendrai un petit peu plus tard. On a parlé de votre journée pour qu'on comprenne bien un petit peu les préparations des JO. Vous, aujourd'hui, ça donnait quoi, Chirine, votre journée à l'INSEP? Alors aujourd'hui, du coup, comme je prépare moi le Grand Slam de Paris à Bercy la semaine prochaine, je combats vendredi prochain. Et aujourd'hui, j'ai fait une séance du coup de judo randori, donc des combats, ce matin de 10h45 à peu près midi 15. Après, je suis allée faire un peu de balnéothérapie. Enfin, avant ça, j'ai fait un peu de vélo. 15 minutes de vélo après ma séance. Et après, j'ai fait du bain froid pendant 10 minutes. Et après ça, cet après-midi, je me suis reposée. Donc voilà, comme il y a la compète, là, je suis à peu près une activité par jour. Parce que faut faire du jus. Et voilà. Donc c'est des charges un petit peu plus allégées que... Oui, surtout, ça va être surtout la semaine prochaine parce que là j'ai fait 4 randonnées, en gros 4 combats de 5 minutes avec l'échauffement et après un peu de vélo et ça suffit parce que on n'est plus sur de la quantité là on veut de la qualité et on essaye quand on est cuit, ça sert à rien d'aller chercher plus loin, donc autant faire du jus. Donc cet après-midi c'était un peu de repos pour préparer demain parce qu'il faut finir la semaine et voilà.
je regardais en même temps les commentaires. C'est Jimmy qui nous dit bonjour tout le monde, c'est sympa. Et il nous a rejoint certainement peut-être pour la première fois. Donc on est là jusqu'à 20h. Hein, donc bienvenue à toi. Et puis autre commentaire, c'est Jugrave qui dit les gestes et cris incompréhensibles des coachs au bord du tatami et de la tribune. Je comprends bien, c'est difficile à décrypter. Vous avez un petit message, un petit langage avec votre coach déjà, est-ce qu'on a... Alors, question de profane. Est-ce qu'on a le droit en judo de coacher parce que par exemple en tennis, le coach n'a pas le droit d'intervenir. Est-ce qu'en judo, il a le droit de vous donner des conseils? Alors en fait, l'entraîneur national du coup qui est sur la chaise à côté du tapis peut donner des conseils au maté. Donc c'est la séquence où à un moment le combat on le stoppe parce que on vient de finir une séquence par exemple au sol. Donc l'arbitre dit maté, donc on s'arrête, on va se relever pour retourner au combat. À ce moment-là, il peut donner des conseils, le coach. Et par contre, pendant le combat, elle n'a pas le droit de parler. Après, quand c'est les championnats, j'ai mon entraîneur de club aussi, lui qui est dans les gradins. Et dans les gradins, il peut dire ce qu'il veut parce que on peut pas l'empêcher de parler. Mais après, moi, j'essaye en fait de capter les sons plutôt que le visuel. Si je capte le visuel, c'est que je commence à un petit peu sortir de mon match, on va dire, où vraiment je commence à m'agacer et plus trop comprendre. Donc je vais regarder pour comprendre. Mais si je suis lucide, juste capter le son, ça suffit. Avec même la foule, en fait, j'ai l'impression qu'on retient un petit peu les sons à prioriser. Donc du coup, j'ai deux voix dans ma tête que j'oublie pas et qui vont rentrer. Le reste, vraiment, je fais abstraction complète. Je suis dans ma bulle. J'ai la même question pour Erwan, parce que un dojo, c'est impressionnant. À Bercy, ça sera impressionnant parce qu'il y a du public. Le Stade de France, c'est bruyant, long. Le saut, il est pas forcément en bord de piste. Vous pouvez interagir avec votre entraîneur, vous avez le droit. Et qu'est-ce que vous vous dites ? Contrairement au judo et à d'autres sports, on a la chance d'avoir notre entraîneur avec qui on peut parler à n'importe quel moment. Donc on va dire sur ça, on a cette facilité. Mais ce qui peut être un défaut, parce qu'on peut avoir ce vilain défaut d'aller trop voir le coach parce que on a un peu les chocottes, ou on est un peu stressé, ou on manque d'informations. Et ça peut totalement nous sortir. Donc il y a du bon comme du mauvais dans le judo et dans l'athlétisme. Et voilà. Hein. D'accord. Oui, pardon. Non, rien. Après, en général, c'est des petits conseils. On fait pas des phrases longues. Hein. Ouais, sinon, on comprend rien. Ça va être moi, par exemple, ça va être des déplacements ou, par exemple, la saisie. Déplace-toi avant la saisie. C'est parce que je suis trop statique, par exemple. Donc, ça va être de me déplacer avant la saisie. Tes postures, pousser, tirer. Enfin, c'est des petits mots comme ça. Phrases longues, on est perdu. Ouais. Vous avez combien de sauts en compétition ? Alors, on en a 3 pour se qualifier. Et 3 autres si on est en finale, donc en tout on en a 6 si le jour est bon. Ouais. On espère que le jour sera bon. Le jour sera très bon. Oui. Voilà. Vous avez d'autres compétitions avant parce qu'on disait la liste ça sera le 8 juillet, Bien mais sûr. il y a toute une série de compétitions, notamment les championnats indoor qui ont une importance. Une très grande importance parce qu'ils peuvent être déjà qualificatifs pour les Jeux Olympiques. Vous pouvez vous qualifier pour les Jeux ouais. Donc dès le mois de février alors. C'est ça. Et même dès ce week-end, parce que je commence ce week-end, en gros, dès qu'on fait les minima, c'est bon, c'est plié. Mais ouais, on a plusieurs passes à passer juste avant les Jeux. On a les championnats du monde en salle qui sont plus durs que les Jeux Olympiques pour se qualifier, parce que les minima sont les mêmes, sachant que nous sommes en salle. Et après, on a les championnats d'Europe un mois avant les Jeux Olympiques pour histoire de capter le truc, quoi. Pourquoi ils sont plus durs les championnats du monde en salle ? Parce que y a moins de gens pris, beaucoup moins, et il y a des minima, donc des perfs de qualification qui sont beaucoup plus hautes, et donc on va dire que ça complique un peu les choses, parce que surtout l'hiver, nous c'est pas notre plus beau domaine, parce que c'est l'hiver, et l'hiver on n'a pas trop envie de sauter, on est plus chaud quand il fait 36 degrés dehors. Ce week-end c'est où ? Parce que vous avez dit je fais la rentrée ce week-end. Moi ce week-end je saute à Nantes, histoire de se préparer un peu, et voilà, on va voir ce que ça va donner. Les minima c'est à combien ? 8,27 m. 8,27 m Ou 28, je sais pas. Peu importe, de toute façon il faut les faire, parce qu'on veut aller chercher une médaille comme Chéri. On visualise pas trop, d'ailleurs si dans le chat, il y a des gens qui font du saut en longueur. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires. J'ai cherché combien il fallait pour avoir 20 au bac en saut. J'ai pas trouvé. Donc, si vous avez la réponse, n'hésitez pas. Mais j'ai juste regardé. Et votre saut, si on met... alors, on n'est pas obligé de le faire, hein, mais une Fiat 500 et une Peugeot 3008, l'une derrière l'autre,
c'est toujours inférieur à ce que vous arrivez à faire en sautant en longueur. C'est ça, ouais. C'est fou quand même. Sur l'image, c'est incroyable. Même moi, je m'en rends pas compte, mais ouais, c'est ce qu'on fait. Hein. Le saut en longueur, ça a été naturel ou parce que bon, vous avez 20 ans, mais vous avez commencé le sport il y a très très longtemps. Non, il y a 5 ans. Hein. Le sport, oui, en général, j'ai commencé depuis le berceau, hein, mais pas l'athlétisme. Pourtant, vous aviez des parents qui faisaient de l'athlétisme. Oui, c'est ça. Moi, je voulais pas faire comme papa et maman, sinon c'était trop facile. C'est comme un fils de médecin qui devient médecin, c'est trop simple. Mais bon, au final... Tu sais que mon père était judoka. Hein. Ouais, mes parents sont athlètes, hein, donc au final, on retrouve dedans. Hein. C'est pour ça que je voulais faire un peu mon chemin. Et bon, la passion, et je pense qu'il y a un truc au-dessus de tout ça qui fait que je me suis retrouvé là-dedans. Mais c'est surtout, sincèrement, moi, j'aime pas le sable. Donc c'est pas vraiment pour le saut en longueur, c'est plus pour l'énergie qu'il y a autour de tout ça. Le fait d'avoir un clapping, d'avoir un stade entier qui clappe avec toi, d'avoir cette réaction et d'avoir cette communication avec le public. Et c'est ça qui m'a fait kiffer, c'est de faire sourire les gens. Sinon, je m'en fous de sauter dans le sable. Cette pression, cette ambiance, cette adrénaline. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, c'est cette adrénaline qui dure dans le temps, contrairement à un 100 mètres qui dure moins de 10 secondes. Donc là, on va dire que je peux profiter sur la durée. Mais sur la durée du saut, sur la durée du concours Du concours, pour ressentir on va dire, c'est les montagnes russes. Tu sautes bien, tu te dis que personne va te passer au-dessus. Il y en a un qui fait le saut de sa vie. Toi, tu es obligé de refaire un saut de ta vie. C'est ce truc-là que j'aime bien, au-delà de la pratique. Cette bataille en permanence. C'est ça, j'adore la bataille. Ouais, t'es un compétiteur. Exactement, si j'avais pu faire du judo, j'en ferais, mais bon, je pense que j'aurais pas été aussi bon. Vous, c'est pareil? Ah oui, moi, l'entraînement, l'échauffement, tout ça, c'est pas ce qui m'anime du tout. Moi, c'est vraiment la compétition, c'est ce que j'aime. Et même si des fois, on a peur et tout, on dépasse ça. C'est cette excitation, cette pression, tout ça, aller gagner des matchs, finir une belle journée. Ouais. Et en fait, tu te dis, oh là là, quand tu finis en plus bien, tu te dis, oh, je pourrais recommencer là. Mais en fait, pas du tout. Et après, quand tu veux recommencer, des fois, ça marche pas. Quand tu recommences, des fois, ça marche pas. Du coup, en fait, tout ça, c'est un cercle non-stop parce que tu te donnes des objectifs. Le prochain, tu es obligé de passer par là, rentrer dans des routines. Mais voilà. Mais l'entraînement en soi, c'est pas ce que j'aime. Moi, vraiment, c'est la compétition. Ouais. Clairement. C'est ce qui nous fait nous sentir vivants. Ouais. Nous, en tant que sportifs, c'est de réussir, bien sûr, mais aussi d'échouer. C'est ça qui nous rend vivants et qui nous donne envie de nous lever chaque matin parce que nous, c'est ce qui nous fait bouger et qui nous rend les trucs vraiment, des fois très serrés, ou des fois, on ressent une exaltation, une excitation incroyable. Ouais. Erwan, vous expliquiez que l'athlé, on a compris que le chemin avait été pas forcément direct, mais que la vie entre guillemets moniacale d'athlète, l'entraînement, dodo, la compète, c'est pas exactement ce qui vous fait rêver. Non, franchement non. Et comment vous conciliez ça là? Par exemple, là, en 2024, bon, bien sûr, c'est dans 6 mois, mais par exemple, en année olympique, par exemple, cette année, c'est une année pour moi qui j'ai pas envie de passer à côté. Donc, il n'y a pas de problème pour mettre à côté tout ce qui me fait aussi kiffer au-delà du sport. Donc là, cette année, c'est à fond dans le sport, à fond dans l'entraînement, vraiment focus 100%. Mais après, quand on est dans une année non olympique, je m'octroie des petits plaisirs qui me permettent de me sentir bien, de me sentir aussi équilibré dans ma tête, parce que je pense que Chirine dirait la même chose que moi. On a besoin d'avoir d'autres trucs à côté, sinon on pète un câble, sinon on part en burn-out. Imaginez, vous faites des interviews à longueur de journée, vous faites rien d'autre à côté. Au bout d'un moment, vous en pourrez plus, et nous on n'en pourra plus non plus. Donc c'est nous deux par exemple, on adore la mode. Vous faites des défilés, vous? Oui, et Chirine aussi dans pas longtemps. On va la faire rentrer. C'est sûr qu'elle va kiffer. Non, mais c'est nos petits moments à nous, nos petites passions à nous qui font qu'on réussit dans nos sports. Mais on a besoin en fait de décharger notre cerveau. Des fois, en fait, on a des coups de mou, ça va pas, et ces ondes positives, parce que ça peut être aussi notre famille, par exemple. Hein. Notre famille, c'est ce qui fait que on en arrive là, qu'on continue nos motivations, et en fait, de s'éparpiller ailleurs, d'aller voir ailleurs aussi, ça permet vraiment de s'ouvrir et de se dire que ça va, on est bien, là, je suis bien et tout. Et puis, en fait, faire du judo tout le temps,
d'un moment, on peut en avoir marre. Donc, c'est ça, il faut essayer de faire d'autres choses. Moi, je sais que moi aussi, j'aime beaucoup m'éparpiller dans d'autres choses, sortir, être avec mes copines, rien faire avant les compétitions. J'aime ne pas faire beaucoup de judo, hein, par exemple, parce que j'ai besoin d'être en manque de la discipline. Sinon, en fait, j'ai l'impression de jamais m'arrêter. Donc, c'est important de savoir s'épanouir et s'ouvrir dans d'autres trucs et pas se focaliser que sur judo ou athlé tout le temps. C'est pas bon, en vrai. On va pouvoir faire un réel avec ça. Hein. Sur France Info, on va faire un réel avec ça. Ouais, c'est de la phrase. Hein. Justement, vous aimez faire d'autres choses. On a mis en place des petits quiz pour l'émission. Donc, il y en a un pour cette partie, il y en aura un pour la dernière partie. Et puis, si ça fonctionne bien, on en mettra un petit peu plus lors des prochaines émissions. C'est tout bête, mais... vous pouvez jouer aussi et puis vous pouvez commenter également. La première question, c'est quelle discipline n'a encore jamais été présente aux Jeux Olympiques? On a 3 possibilités, donc le polo à bicyclette, le squash et le bowling. Vous avez 15 secondes. Ah, moi je sais pas du tout. Hein. Vous savez pas? À votre avis? On va pas spoil, en fait on sait, mais... Vous savez? Non. Je vais dire au hasard. Vous diriez quoi, vous? Le bowling. Le bowling? On va suivre la jante féminine. Hein. Et en fait, c'est le squash. C'est le squash? Ah ouais? Il y avait du bowling au jeu. Il y avait du bowling au jeu. Alors, ça a été en démonstration. Et attendez, c'était quoi le premier sport? Le polo bicyclette. Il y avait ça? Ouais, mais bon, on a un peu triché parce que c'était en 1908. Ah bah, c'était en démonstration. Mais ça a été. En démonstration, bah oui. Ah, mais si on prend les démonstrations aussi, il y a l'aquaponie. Hein. Il y a eu la course en sac aussi. Il y avait course en sac. Mais bon. Ok. Ça a un petit peu changé depuis. Est-ce qu'il y en a qui ont eu juste là? Oui, bien sûr. Oui. Mais on verra à la fin. Deuxième question. Alors ça, c'est plus pour vous. Okay. Qu'est-ce que le kumikata au judo? La réponse 1. Vas-y, je te laisse. Le plus petit avantage dans un combat. La deuxième réponse, c'est la prise de garde d'un judoka. Et 3. Un combat qui vire à la catastrophe. Ouais. Il a trouvé du coup. Vous avez trouvé? Ouais. Alors, attends, encore 5 secondes. C'est la prise électrique. C'est la prise électrique. Réponse 4. Réponse D. Donc c'est... La prise de garde du coup. La prise? La prise de garde de kumikata, c'est... Alors, quand on regarde des combats en judo, on comprend, même si on est néophyte, que c'est très important, mais on ne comprend pas forcément pourquoi. Vous pouvez nous expliquer un peu? Alors, en fait, en général, le premier qui a... Quand on attrape la saisie, l'objectif, c'est de se mettre idéalement pour pouvoir faire nos techniques. Donc, du coup, c'est le premier qui attrape le kumikata, du coup, de la façon dont il préfère. Donc, moi, par exemple, j'aime beaucoup... en plus, il y a beaucoup de... On peut être en droitière, gauchère. Du coup, ça, c'est encore plus délicat. Mais moi, par exemple, ce que j'aime beaucoup, c'est attraper ma manche avec ma main gauche. Dès que j'ai cet appui-là, ça veut dire que moi, j'ai une main de posée, elle n'en a pas encore. Donc, j'ai un avantage sur elle. J'ai une main en avance par rapport à elle. Donc, moi, il me manque juste la deuxième à poser par rapport à l'autre qui en a 0. Donc là, je peux beaucoup plus... c'est moi qui gère le combat, en fait. Donc, le kumikata, c'est important parce que des fois, on peut être dans des gardes où ça va être 50-50. Donc, l'objectif... c'est pas de se retrouver dans ça, c'est d'être la première à la saisie, la première qui impose à l'autre son kumikata et l'autre elle s'adaptera, elle prendra ce qui reste en fait. Et du coup, elle peut pas forcément faire son judo si elle prend ce qui reste. Voilà. Donc on a compris pour le... Tout se joue, ça commence par là d'abord. Donc le 27 juillet, quand on regardera votre combat et qu'on parlera kumikata, on comprendra ce que ça veut dire. Oui. Vous n'avez pas de prise de garde, mais en saut, il y a des petites marques qui sont importantes pour le saut en long. Alors, c'est des choses qu'on voit sur le stade qui sont posées par tous les athlètes. Des fois, c'est même des petites bouteilles. Enfin, c'est quoi ces petites marques? Les petites bouteilles, c'est quand même au début. Hein, c'est au début. Après, on a des marques un peu plus évoluées. Non, mais bien sûr, on a des marques qui sont propres à chacun, qui nous permettent d'avoir cette course parfaite parce que on a une planche qu'on ne doit pas mordre et surtout, on essaie d'arriver le plus parfaitement possible sur cette planche pour perdre le moins de centimètres possible sur notre saut. Et donc, on essaye chacun d'aller chercher cette course parfaite pour impulser parfaitement et avoir ce saut parfait et pour gagner cette médaille. On va continuer sur le quiz. La troisième question. Depuis les JO de Mexico en 1968, c'est l'Américain Bob Beamon, je prononce bien ? C'est ça, qui détient le record olympique masculin de saut en longueur. Avec quelle longueur? Donc,
La réponse A, c'est 8,80 m, 8,90 m ou 8,95 m. Ça ne joue pas à beaucoup. Non. Et en fait, il y a une bonne réponse. Ouais. Mais elle est bizarre, la bonne, je crois qu'il manque 1 centimètre. Hein. Ah oui? Ouais. On se serait trompé? Ouais, d'1 centimètre. Ah, on va vérifier. Mais je suis pas sûr. Après, je peux me tromper. Non, Après, mais c'est possible. Vous pouvez. On peut aussi se tromper. Hein. Du coup, c'était quoi? 90? 8,80 m, Ah, du coup, 91? Ouais. Ah, ok. C'est 91? Ouais. On va vérifier. On va regarder ça. Bah, dites-nous dans le chat si vous. Ouais, dites-moi si j'ai faux. France Info est à l'amende ou pas. On fait la même pour le saut féminin, qui arrive un petit peu plus tard. La 4e question, c'est le record olympique féminin du saut en longueur est détenu par l'américaine Jackie Joyner-Kersee. C'est bon? C'est bon. Validé? Ça, c'est validé. Sur le 1 cm, on n'est pas sûr, mais sur Kersee, on est bon. Depuis les JO de Séoul, en 1988, avec quelle longueur? 7,20 m, 7,40 m ou 7,60 m? 7,20 m. C'est la B. La A, non? Ah ouais? Ah, c'est B. Parce que 60, faut y aller. Ouais. Non, mais j'ai dit 20, moi. C'est 40. Bah, c'est 40, du coup. Ouais. Et voilà. Ouais, c'est bon. Voilà. J'ai peur de vous tromper. C'est 7,20 m. C'est 7,40 m. 40. Ah, l'erreur. 7,40 m, pardon. Et puis, dernière question, toujours sur le saut en longueur. Le saut en longueur masculin est au JO depuis la première édition, c'était en 1896. C'était à Athènes. Hein. Et les femmes, elles participent depuis 1948. Date des Jeux de Londres, d'Helsinki ou de Montréal. Ça, c'est dur. Londres. Non, Ah, je sais pas. Ah ouais, Londres? vous avez encore ça. Helsinki ça va, ou sympa, Montréal? Londres. C'est pas mal pour. Ah ouais, ce serait pas mal pour introduire Montréal, les peut-être, femmes dans le sport. Ah ouais, Londres. C'était à Londres. Ok, Oh, Londres. bravo. Bien vu. C'est pas mal. Ça serait dégradant. Ouais, j'ai dit au hasard. J'avais une question justement sur le saut en longueur qui a été. Ok. Je la retrouve. Pas de C'est problème. pour vous. Je ne me rappelle plus du pseudo. Je suis désolé, mais je me rappelle de la question. C'est est-ce que vous avez tenté les minima aussi en triple saut? Et Oula. est-ce qu'il y a des grosses différences entre les deux? Sincèrement, ouais, elles sont énormes. Parce que le triple saut, bon, on peut se dire qu'il n'y a que 2 sauts de plus, mais c'est une technique, c'est une course, c'est une approche totalement différente. Et moi, je vous avoue, je suis un gros buffle quand je saute. Et si je faisais la même chose au triple saut, je pense que j'aurais plus de genoux. Pour le premier appui, pour le deuxième appui, pour le. Ouais, déjà, j'ai plus de cartilage dans le genou, je fais des trucs que les gens de 60 ans font. Donc si j'avais rajouté 2 sauts en plus, oula, vous me verrez pas sur ce canapé. Hein. Enfin, je serais venu déjà si. Quand vous dites que vous n'avez plus de cartilage, C'est que, en fait, à chaque fois, quand on saute, il y a une pression assez conséquente, surtout moi, parce que moi, je fais partie des poids lourds dans ma catégorie. La plupart des sauteurs font 60-70 kilos. Et moi, je fais plus 90 kilos. Et donc, quand j'arrive à près de 40 km/h sur la planche, et que on bloque entre guillemets un peu son corps sur une seule jambe, et ça use le cartilage, et moi, j'en ai plus. Alors que j'ai 20 ans. ouais, c'est fou. C'est pour ça que le sport, c'est bien. Mais comme tout excès, l'excès est nocif. Et voilà, je sais pas combien d'années il me reste, mais je vais essayer d'aller au bout, quoi. Vous avez dit dans 10 ans, peut-être pas. Non, dans 10 ans, bien sûr que non, je serai plus là. Hein. Enfin, je serai peut-être à votre place, peut-être. Ouais, venez. Donc, le Paris, Los Angeles. Ouais, et après- Los Angeles, grand max. on a parlé. Vous avez dit, je suis un beau bébé, encore. Ouais, je suis un petit gaillard. Beau gabarit. La notion de poids, elle est importante en saut en longueur. Extrêmement importante, ouais, bien sûr. Imaginez votre corps. Imaginez, votre corps, toute l'année, il fait 80 kilos. Et il y a une semaine, vous mangez un peu... enfin, sur un mois entier, vous êtes un peu mal, vous mangez un peu trop. Et vous montez à 85 kilos. Et sur la planche et surtout sur l'impulsion, il y a une variation de 50 kilos sur votre jambe. Sur la jambe. Sur l'impulsion, ouais. Donc imaginez que votre corps est habitué à avoir, 200 kilos de pression tous les jours, et à un moment, vous le montez à 250. Votre jambe ou votre corps en général, il accepte pas.
Il n'accepte pas parce que c'est des contraintes comme Chérine. Il y a des contraintes de fou malade sur notre corps et on est obligé d'avoir un poids de forme et ne pas trop varier sur ça parce que notre corps, à chaque fois, il est obligé de s'adapter. Et l'adaptation, il y a un risque de blessure derrière tout ça. Donc, on est obligé d'être précis et de faire attention à tout ça. Même question pour vous, Chérine. Je pensais plus naturellement à la problématique du poids en judo. Oui. Ça se passe comment? Vous avez aucun souci avec ça ou... Alors, moi, je fais des régimes du coup pour être dans la catégorie des moins de 48 kg parce que je fais pas 48 kg à l'année. Je fais à peu près 3 kg de régime, je dirais 3,5 kg. Ça dépend des périodes, des fois moins même. Et en gros, du coup, je fais des périodes de perte de poids. 2 semaines avant la compétition où je suis très sérieuse sur 3 ce que je kilos en 2 mange. semaines? Ouais, à peu près. Parce qu'en fait, comme je suis Pas dans mal, les catégories très légères, il y a 1,3 kg, 1,5 kg où c'est de l'eau. Donc en vrai, en 2 semaines, il y a 1,5 kg, 1,7 kg qui part. Le reste, c'est le jour de la pesée, où c'est 1,3 kg à peu près que je vais perdre en l'espace d'1 heure juste avant la pesée. Donc en vrai, en 2 semaines, il y a 1,5 kg, 2 kg max quoi, à perdre. Et du coup, ça va être avec... Moi, j'aime beaucoup manger. Je suis jamais en train de me restreindre dans ce que je mange. Je calcule pas. Enfin bon, on mange très très bien hein. En tant que sportif de niveau, on n'est pas en train d'aller tout le temps manger des fast-food ou quoi que ce soit. Hein. Mais quand je dis que je mange très très bien, c'est que je peux manger des pâtes en sauce tous les jours, par exemple. J'en sais rien. Alors que quand je suis dans les périodes de régime, si énergiquement parlant, je n'ai pas besoin de féculents ou d'autant de féculents, je vais réduire, je vais enlever parce que j'ai pas besoin d'autant d'énergie que je vais dépenser sur un entraînement qui en a pas besoin autant. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. En gros, je calcule ce que j'ai besoin en apport énergétique pour ma future séance ou pour la récupération de ma séance d'après. Donc si par exemple là je m'entraîne pas, ce midi j'ai mangé des féculents parce que je me suis entraînée dur ce matin, ce soir par exemple je peux enlever les féculents, mettre des légumes et des protéines. Du coup ça c'est comme ça que je perds mon poids. En tout cas le kilo 5 entre guillemets sur 2 semaines. Et après, c'est du cutting avec on se couvre à fond, on ressemble pas à grand chose. Mais bon, ça c'est. Faut pas. L'entraînement avec le vélo, en gros, on se couvre, on va couvrir. On va courir ou on fait du vélo, on a une combi, on a une parka, on a des couches et des couches. Après, tout ça, c'est professionnel, hein, donc il n'y a pas tout le monde. Faut pas faire n'importe quoi. Moi, je le fais vraiment avant ma perte de poids et derrière, je récupère parce que je prends ce qu'il faut en termes de complémentation par rapport à ça. Pour les acides aminés. Par exemple, oui, ou même ce que je bois. Donc, on va être sur de la diarrhée, de la ceinture jus de raisin. On va voir ce qu'on mange. Il y a un petit apport avant de prendre le big apport le soir, par exemple, pour être prête pour la compétition. Après, c'est clair que on est obligé de maintenir un poids. Donc, moi, je tourne à 51, je vais dire, ça me va très très bien. Parce que j'ai pris en muscle, etc. Et donc, je m'entraîne tout le temps à ce poids-là à peu près parce que c'est notre poids d'entraînement et aujourd'hui si on s'entraîne à des poids énormes, c'est pas la réalité. En face on va prendre des filles qui font 50 kilos, c'est des filles de ma caté, et si demain j'en fais 60 ou j'en sais rien, c'est pas la réalité et derrière je vais me tuer un régime pour aller combattre dans une caté où je vais être un légume quoi, clairement. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important dans tous les sports. Je pense qu'il faut avoir faut être régulier sur son poids pour pouvoir avoir apprendre à son corps, à ce poids-là, on fait ça. Lui, du coup, c'est pareil, on parle de 50 kilos, d'un ressenti 50 kilos en plus sur la jambe, ce qui est énorme. Et je pense que dans plein d'autres disciplines, c'est important. Non, je regardais en même temps, c'était par rapport au record. Parce qu'on a cherché, on a des modérateurs qui travaillent. 50-50. Le record, c'est bien 8,90 m. Mais il a été battu par Carl Lewis d'1 centimètre en 1991. C'est juste que le record n'a pas été homologué parce qu'il y avait un petit peu trop de vent. Ok. Donc merci au modérateur Jérémy qui est allé piocher. Juste une question, mais bon, la notion du vent est aussi importante parce que vous avez le droit pour que la performance soit homologuée, c'est jusqu'à combien? Est-ce que c'est fixe ou est-ce que ça dépend? On a le droit maximum d'avoir 2 mètres de vent par seconde. Et si plus, sur la compétition, nous gagnons quand même. Mais imaginons, il y ait record de France, record d'Europe, record du monde, quoi que ce soit, ce n'est pas comptabilisé parce que trop de vent. Et le vent, ça aide beaucoup déjà pour nous à courir plus vite. Imaginez, vous avez votre voiture sur l'autoroute à 130, vous roulez avec le vent dans le dos, on fait une économie sur le carburant.
vous roulez avec le vent de face, ah bah alors là, on dirait que vous avez une Porsche. Donc non, le vent joue beaucoup, surtout que nos courses d'élan sont à peu près de 50 mètres. Donc que ce soit pour la course ou pour le saut, ça nous aide beaucoup. Vous le sentez que vous êtes poussé ou au contraire que vous êtes... Nous, on le sent pas, mais la performance, on le ressent sur la performance. Donc ce week-end, il prévoit quel temps? Ah ouais, c'est en indoor. En salle, c'est pour ça qu'en salle, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'a pas de vent. Donc là, c'est notre corps et notre corps, simplement. Le programme jusqu'à cet été, pour vous le connaissez jour par jour? Non. Non. En tout cas, pour ma part. Faut laisser une part un peu... Sinon vous explosez. On devient fou. Ouais. Déjà, on vous parle des JO. Déjà, vous y pensez quand même, forcément. Oui, j'y pense quand on m'en parle. Mais à l'entraînement, j'essaie surtout d'être le meilleur possible. Pas en pensant aux JO, mais plus en pensant à mes adversaires, en pensant aux personnes que j'aime, en pensant surtout à moi-même et en me disant que j'ai envie de me dépasser surtout au-delà des Jeux Olympiques, parce que sinon c'est une pression inutile qu'on va se mettre. Je sais pas ce que tu en penses, Chérine. Oui, moi je suis pareil, donc on pense tous les jours aux Jeux, mais voilà, on s'entraîne, on a des petites compétitions par rapport à l'événement que c'est, mais après on a un programme entre guillemets qui est là. Mais on s'adapte parce que on sait pas ce qui est fait demain, on sait pas. Enfin, on est tout le temps dans l'adaptation. En vrai. Ouais. Je sais pas, dans toutes les disciplines, globalement, on a besoin de s'adapter parce qu'il y a des périodes où en fait, on va être fatigué, on va peut-être pas avoir calculé ça et on se sera mis un stage ou je ne sais quoi, mais en fait, avec la fatigue, on n'est pas en capacité de le faire. Donc on s'adapte tout le temps. On a, moi pour ma part, j'ai un programme prévisionnel. Je sais que je fais le Tour de Paris. Il y a un grand slam 2 semaines après, potentiellement. On s'était dit que moi, je ne ferais pas les championnats parce que Les championnats du monde ou les championnats du monde, championnats d'Europe, normalement non. Et je m'étais mis un grand slam avant les Jeux parce que je pense que 3 compètes, ça peut être pas mal. Et 1 mois et demi, 2 mois avant les Jeux, ça peut être bien de faire quelque chose. Et après, je peux pas prioriser. C'est très compliqué d'avoir plusieurs priorités dans l'espace d'un laps de temps aussi court, sachant que je n'ai jamais, par exemple, été championne du monde. Et je vois pas grand-chose la dernière fois. Oui, du coup, je suis vice, mais bon, je sais que comme je l'ai jamais été, dans ma tête, je vais me dire que je veux être championne du monde. Je vais y aller avec beaucoup d'exigences, beaucoup de choses, et je vais peut-être être à mon pic de ma forme à ce moment-là, mais derrière, je vais oublier que 1 mois et demi après, il y a les Jeux. Et en fait, il y a l'euphorie, il y a tout qu'il faut calculer parce que c'est. Donc peut-être que c'est mieux de prioriser certaines compétitions à une exigence moindre avec un pas de titre à aller chercher, donc plus des grands chelems parce qu'on est dans la prépa. Et j'ai un objectif en tête, c'est celui-là. Et voilà, on verra au fil du temps. On s'adapte, quoi. Voilà. Une question pour Erwan, c'était Pablo51 qui nous disait c'est quoi le record du coach? 8,86 m. 8,86 m? Record d'Europe. Pas mal, hein? Pas mal, hein? C'est qui votre... On va donner son nom maintenant. Il s'appelle Robert Emian. Oui. Donc, c'est le top 4 de tous les temps. De tous les temps. C'est le 4e à avoir sauté le plus loin sur cette planète. C'est fou. Vous dites ça, vous avez quand même vous avez les yeux qui... Bien sûr, parce que c'est mon coach. Je l'aime d'amour. Et parce que surtout, c'est une personne en or et qu'il nous donne l'envie et il nous donne les moyens de réussir. Donc bien sûr, il y a les yeux qui pétillent. Bon, on souhaite de garder ces yeux-là, de garder pendant 6 mois et de les retrouver le 2, le 4 et le 6. C'est ça, 4 et 6 août. Surtout le 6 août. On souhaite le meilleur pour cette compétition. Super. Pour les JO. La même chose pour Chérine. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance pour vous pour les compétitions du week-end. Merci. On vous retrouvera au Grand Slam de Paris. Avec plaisir. Et puis, on sera évidemment devant la télé le 27 juillet pour cette compétition. Vous, la cérémonie d'ouverture, normalement, vous le... Ah, moi, je la fais. Hein. Ouais. Oui. Ouais. MDR, et tout. C'est un truc qui va rester dans ma tête. Je vais pouvoir en parler à mes petits-enfants et mes petits-enfants pourront en parler à leurs petits-enfants. Ça va être incroyable. Mais attendez, cérémonie d'ouverture sur la Seine à Paris, dans mon pays, sur le terre de ma nation. Mais MDR, jamais de la vie, je le loupe. Ouais. Impossible. Mais Chérine, c'est différent, c'est parce qu'il y a la compète qui arrive très vite. Moi, j'ai la chance d'être en plein milieu, donc... Oui. Non, mais il faut le vivre, c'est un truc, il faut le vivre. Clairement. Franchement, ça va être fou, je pense. Donc voilà. Ouais. La cérémonie de clôture. Oui, avec une petite médaille autour du cou. Oui, oui. S'il y a la médaille, je peux t'assurer qu'elle va... C'est pas grave, j'oublie. Voilà, elle va bien oublier.
J'oublie. Bon, c'est super. Merci beaucoup. Merci à vous. On croise les doigts. Allez. Et merci, c'était vraiment super sympa. Merci beaucoup. Et puis c'est pas fini. Vous restez avec nous parce que il y a énormément d'athlètes à l'INSEP et il y a énormément d'athlètes aussi dans cette émission Qui vont arriver juste après. Voilà, vous faites très bien le. Voilà, on fait la conclusion pour les nouveaux. Pour les nouveaux. Allez. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne soirée en fait. Bonne soirée. Bonne soirée, oui. On est de retour, enfin on n'a pas quitté les gymnastes, là, vous les voyez certainement moins, parce que tout simplement ils sont rentrés au vestiaire. C'était vraiment super sympa d'avoir cet entraînement qui était derrière nous, et on voyait vraiment la préparation. On attaque la dernière partie de cette émission Talk sur France Info, consacrée à la préparation olympique. Il y en aura d'autres, parce que les JO c'est dans 6 mois. On retrouve nos invités, donc Léa Labrousse, trampoliniste. J'ai pas dit de bêtises. Je voulais montrer, mais on peut pas, mais parce que vous entraînez pas dans la salle de gymnastique qui est là, mais c'est pas loin. C'est juste en face. Juste en face, juste de l'autre côté du mur. Exactement. Il y a des salles de sport absolument partout. Ici, c'est le paradis, quand même. C'est, Non, les infrastructures de l'INSEP sont incroyables. Ouais. Et donc, vous êtes avec nous. Et Khalil Chabouni, également. Oui. Vous faites du breakdance. C'est ça, exactement. Quand on pense breakdance, on ne pense pas automatiquement à l'INSEP, on ne pense pas automatiquement aux Jeux Olympiques. Non, mais forcément. Ça a changé. C'est ça, exactement. Ça a changé. C'est parce que pour Paris 2024, chez nous. C'est l'apparition du breakdance. Exactement. Ça a été choisi parce qu'il faut expliquer que le comité olympique a un certain nombre de sports qui sont là en permanence. Le trampoline, il n'a pas depuis si longtemps, mais déjà un petit peu. On avait des athlètes tout à l'heure, le judo, et il y a 4 ou 5 propositions en fonction des Olympiades d'intégrer quelques sports. Et là, le comité... Le break fait son entrée aux Jeux de Paris. C'est trop bien. Ouais. Franchement, nous, on est tous très contents, même si on avait un peu
voilà, des petites inquiétudes, des a priori, parce qu'effectivement, c'est plus un art qu'un sport, en tout cas, même s'il faut quand même être athlétique pour breaker, sinon ça devient très complexe. Mais en tout cas, on est vraiment, vraiment très content. Oui, on dit qu'il y a eu des a priori, y compris dans le milieu du break, enfin du breakdance. Ah oui, quand je dis on a eu des a priori, je parle même pas que des athlètes, je parle aussi de tout ce qui fait cette communauté, que ce soit les coachs, les DJ, voilà, les danseurs de manière globale et ces acteurs qui gravitent autour. C'était pas juste les athlètes. Vous êtes présent à l'INSEP depuis combien de temps, vous ? Alors, on a commencé à venir en stage d'abord, à partir de, je pense, 2019-2020. On est venu en stage ici à l'INSEP. Et le pôle France, ça va faire là la 2e année, donc c'est depuis septembre 2022. Voilà. Et vous, Léa, l'INSEP, c'est votre maison depuis quand ? Moi, après les Jeux de Tokyo 2021, je suis arrivée. Donc c'est assez récent aussi, en fait. Moi, c'est assez récent. Et après le trampo, je crois qu'il est arrivé vers 2019 ici. À l'INSEP. À l'INSEP, d'accord, ok. Parce qu'avant, c'était pas forcément... Ils étaient à Bois-Colombes, les Parisiens. D'accord. Et moi, j'étais au Pôle France à Antibes. Et il y a aussi le Pôle France à Rennes. Voilà. J'avais une petite question, parce qu'on voit des athlètes absolument partout. Est-ce que vous connaissiez avant cette émission ? Non, je le connaissais pas. Non, ouais, moi non plus. C'est marrant, ça. Hein. Ouais, après, les deux d'avant, je les connaissais. Ah, vous les connaissiez ? Ah, ouais, mais non, Léa, non, jamais. Les deux d'avant, donc Erwan et... Oui. Mais Erwan, je le connaissais aussi. Et, mais c'est croisé à la cantine ou c'est... Enfin, je va pas demander... Erwan chez le kiné, parce qu'on a le même kiné, voilà. On est avec Alberto. Erwan, plus à la cantine, effectivement, et Chirine dans d'autres événements. On s'était déjà croisés. D'accord. Voilà. Bah, en fait, le monde du sport de haut niveau, en tout cas, c'est pas si grand que ça. Moi, en tout cas, depuis que je suis un peu rentré dans ce monde-là, on va dire, je pensais que c'était beaucoup plus vaste. Et en fait, on retrouve quand même pas mal d'athlètes qu'on recroise souvent. Donc, non, c'est cool, en fait, c'est bien. J'aime bien ça. Ce petit truc de pouvoir retrouver des gens à différents événements, c'est très sympa. Vous dites, depuis que je suis rentré dans ce monde-là, l'INSEP, ça vous apporte quoi, à vous ? L'INSEP, ça apporte déjà un accompagnement médical de qualité. Chose que nous, en tant que breakers, on n'avait pas avant, parce que, en fait, personnellement, en tout cas, moi, je me suis considéré athlète bien avant d'avoir ce statut d'athlète de haut niveau officiel. J'allais au kiné du sport, je faisais attention à mon alimentation, etc. Mais aujourd'hui, la possibilité de travailler avec des kinés, d'avoir un rendez-vous médical très rapidement, de pouvoir faire une échographie très rapidement aussi, c'est vraiment un plus. Et puis après, au-delà de ça, c'est une salle d'entraînement qui est à dispo 24 heures sur 24. Voilà, moi je sais que par exemple j'ai un groupe qui s'appelle Légitime Instruction, avec qui j'évolue depuis déjà 12-13 ans, qui eux aussi ont une salle à dispo, mais quand on est à l'INSEP, c'est différent. Là c'est un step au-dessus encore. Les questions médicales, vous connaissez bien, parce que je crois que vous faites des études de médecine aussi en même temps. Oui, c'est ça, exactement. Donc moi je suis encore plus sensibilisé à ça et au fait que l'athlète doit se sentir bien à la fois physiquement et mentalement. Même le volet préparation mentale, l'INSEP met à disposition des gens qui sont compétents, qui sont formés pour ça. Et donc, en réalité, c'est le top, simplement. Vous, ça vous apporte quoi ? Il a tout dit. Les accompagnements, les kinés, ça, c'est vraiment un plus, que ça soit à côté, qu'on n'ait pas besoin de prendre notre voiture pour aller chez le kiné. Ça, c'est... Dans les autres pôles, c'est ça le plus compliqué. Et après, les prépas mentales, en fait, tout est sur place. Vraiment, on est à pied de tout. Et c'est ça qui est vraiment un plus. Ouais, c'est centralisé, en fait. Ouais, exactement. Le trampoline, on n'a pas forcément conscience comme ça, mais c'est un sport qui est super traumatisant pour les... oui, pour le corps. Ouais, et le dos surtout. On a pas mal de blessés au dos, enfin d'usure au dos. Et après, les grosses blessures, ça va être genoux, tout ça, quand on tombe à côté, quoi. Quand on fait des On peut tomber à côté, c'est rare, mais il y a des grosses chutes. Ça vous est arrivé ? Oui, déjà. Mais bon, ça va. Ça va, là ? Non, mais non. Non, ça va. Non, on tombe rarement à côté, mais... Après, j'espère, parce que c'est quand même assez... Ça fait quelle dimension ? 2 mètres sur 4. Ah ouais. C'est pas très grand, quand même. Ouais, non. Les blessures en breakdance ? Vous avez été cassé de partout, un petit peu ?
En fait, c'est pareil, je pense, c'est un peu comme a dit Léa, c'est plus des blessures d'usure. Après, ça peut arriver sur un mouvement de sauter un croisé ou de se fissurer un ménisque, ça arrive, c'est normal. Mais, ou de faire une entorse. Moi, j'ai fait une entorse du genou il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, mais je pense que c'est plus des blessures d'usure, des tendinites qui traînent, des contractures qui viennent un peu nous titiller. Mais de toute façon, je pense que c'est rare qu'un athlète de haut niveau il vienne à l'entraînement sans aucune douleur. C'est genre, en fait, ça n'arrive pratiquement jamais. Et c'est qu'en fait, l'entraînement n'est pas assez intense, je pense. Donc voilà, on deal avec les douleurs tout le temps, en fait. Vous confirmez? Ouais, le dos, c'est. Mais des fois, quand on sent qu'on n'a plus trop mal, c'est vraiment là où on prend plaisir à venir à l'entraînement et où on progresse vraiment sans douleur. C'est vraiment trop bien. C'est là que la rare. question se pose jusqu'à quelle fréquence on s'entraîne, en fait, parce que des fois on est dans un surentraînement, on s'en rend pas trop compte et en fait des fois ça marche pas forcément. Et en tout cas dans le break, moi des fois je le ressens que c'est pas parce que je vais venir 6 fois dans la semaine qu'en fait je vais plus progresser. Des fois je peux venir que 4 fois, mais si je fais du travail de qualité et que, comme a dit Léa, je suis content de venir, je suis motivé, je suis heureux, je suis pas trop blessé, bah là ça marche encore mieux. C'était quoi votre quotidien aujourd'hui? Parce qu'on parle séance d'entraînement 4-6 fois par semaine. Aujourd'hui, alors Léa, aujourd'hui... on vous a vu en arrivant quand on est venu avec toute l'équipe de France Info, on est passé devant vous. C'était quoi cette... Aujourd'hui, nous, le jeudi matin, on a repos. Parce qu'on a musculation lundi, mardi, mercredi, vendredi matin. Et là, le jeudi, du coup, c'est cool, c'est repos. Et après, entraînement l'après-midi. Un petit peu plus tard, vous profitez? Ouais, je suis tranquille à la maison. Ouais. Je profite. Et après, là, j'avais entraînement de 14h30 à 17h. Et à 17h, j'ai kiné. Et voilà. D'accord. Il y a des compètes de prévues assez rapidement ou... Le 22 février, on part à Bakou, en Azerbaïdjan. Et alors, voilà. D'accord. Parce que les judokas, ils vont y aller un petit peu après vous. Mais, c'est la ville qui accueille toutes les compètes. Nous, ça fait chaque année, on va là-bas. C'est un des grands rendez-vous c'est une des Coupes du Monde, une des dernières Coupes du Monde qualificatives aux Jeux. Donc oui, ça va être un gros rendez-vous. Pour le moment, parce que qualifié, pas qualifié, espoir, vous avez votre billet ou pas encore? Pas encore. Non, non plus. On a quelqu'un déjà qui s'est qualifié dans le break, qui a pris un quota, mais après, il reste encore des quotas. Donc moi, personnellement, pas encore qualifié. Je passe par les TQO. Les tournois de qualification olympique. D'accord. Donc ça veut dire que... Bon, le prochain TQO, c'est quand? Alors, les prochains TQO, pour nous, c'est en mai, genre du 16 au 19, quelque chose comme ça, genre à Shanghai. Et ensuite, ouais, c'est tard, hein. Ouais. On a en mai à Shanghai, et ensuite en juin, fin juin à Budapest. Et à l'issue de ça, voilà, le top 10 intègre les Jeux. C'est à l'issue des 2 compétitions. D'accord. Ah oui, donc... Oui. Ouais, voilà. Okay. Et pour vous? Nous, on n'a qu'un quota. Là, il est presque acquis comme sur les 3 dernières Coupes du Monde, j'ai fait 2 finales déjà, 3 finales, et ils prennent sur les 5 Coupes du Monde qualificatives jeux, ils prennent les 2 meilleurs. Donc logiquement, ça va, on a le quota, et après, c'est des qualifications en interne entre nous, les filles. Donc ça, on le saura, voilà, exactement. On le saura ça après le championnat d'Europe en avril. Vous qualifiez la discipline, mais ça ne veut pas dire que... C'est nous qui y allons. Ah ouais, c'est dur parce que... Alors, des fois, vous pouvez être C'est ça, on peut être l'autre personne et avoir brillé, avoir fait les meilleures performances sur pas toute la saison, mais quasiment toute la saison, et c'est pas vous qui prenez le billet. Oui. Ça vous est déjà arrivé parce que... Non, pas encore. Bah, j'ai rien dit. Non, c'est pas... Non, parce que Rio, j'étais remplaçante et c'était Marine qui avait qualifié la France. Tokyo, j'ai qualifié, j'ai fait. Donc là, on verra. Okay. On va continuer à parler un petit peu, à avancer dans les 2 disciplines, parce qu'il y a quand même pas mal de... Alors, c'est pas les mêmes disciplines, mais il y a quand même des points communs dans le fait que ce soit des disciplines de création, où il y a la notion de créativité, de figure, etc. Mais on a un petit quiz qu'on voulait proposer à vous et aux viewers. La deuxième partie, il y en a une première partie avec les précédents invités, et il y a des questions on a essayé de mettre évidemment des questions un peu sur le break et sur le trampoline. Donc... je regarde Cyril qui réalise cette émission. il me dit on peut y aller. Donc, la première question, c'est justement pour le trampoline. Inventé en 1934 par un gymnaste américain, en quelle année le trampoline est-il entré dans les disciplines des JO? 2000. Alors, il y a 3 propositions. 1996,
1996 à Atlanta, 2000 à Sydney, 2004 à Athènes. 2000 à Sydney. Elle a même pas eu besoin d'être. Elle a même pas eu besoin. Et il y a encore, on fait style, il y a encore 10 secondes. Okay. Logiquement, ça va. Très rapidement en plus. Ouais. Donc c'est 2000 à David Sydney. Martin, je peux vous dire qui a participé. Ah, alors, parce que vous vous souvenez des JO de 2000 ou vous vous souvenez des images d'après des JO de 2000? Des images, et en plus, David Martin est entraîneur maintenant au Pôle France d'Antibes. Ah oui. Donc Oui. on le côtoie tout le temps, et notre entraîneur, notre ancien entraîneur qui était là, Franck Bardi, qui l'entraînait, il nous raconte souvent parce que David aurait pu gagner ses jeux, mais il a répété deux figures. Du coup, la difficulté ne compte pas et il finit 4e. Donc il y a une vraie histoire sur ces Jeux Olympiques. On va expliquer un petit peu le système tout à l'heure, parce que vous avez un certain nombre de figures à faire, une dizaine de figures. 10 figures à faire. Deuxième question. À quelle hauteur peuvent évoluer les trampolinistes lors de leur saut? 3 mètres de haut, 30 pieds et 36 pouces ou 8 mètres de haut? 8 mètres. Vous êtes... 8 mètres de haut, c'est pour ça que je n'ai pas voulu qu'on parle trop. Comme vous avez dit, on peut tomber à côté du trampoline tout à l'heure. Mais effectivement, si vous êtes à 8 mètres de haut et que le trampoline fait 4 mètres de long, longueur et 2 mètres. 2 mètres ouais. On peut effectivement tomber très facilement à côté. Comme c'est, Oui, c'est assez facile. Après, logiquement, on a une maîtrise quand on a 8 mètres. C'est qu'on maîtrise très bien le trampoline. C'est souvent les garçons qui sont à 8 mètres. Nous, les filles, on va être un peu plus basses. Mais après, avec la maîtrise que l'on a, logiquement, ça va. Je pose ça parce que j'ai lu une interview de Marine Jubert, avec qui vous avez été championne d'Europe de trampoline synchronisé, qui disait dans une interview, ça arrive de se perdre en l'air. Ça veut dire quoi, se perdre en l'air? On a des pertes de figures, c'est-à-dire on va ouvrir un peu trop tôt. Par exemple, on fait un double avant, demi-tour. Demi-tour avant. Voilà, et on va ouvrir dans le premier. Du coup, on est là et on ne sait plus ce qu'on doit faire. C'est plus ce que vous on se perd un peu. Enfin voilà, des fois on voit les lumières et là, il ne faut pas voir les lumières. Les lumières, c'est-à-dire le plafond. D'accord. Pourquoi il ne faut pas le voir? Non, parce qu'on doit voir la toile. Quand on ouvre, en fait, on a toujours le repère visuel sur la toile. En fait, on voit tout le temps tout ce qu'on fait. C'est ça que les gens ne se rendent pas compte. Quand vous ouvrez, alors juste ouvrez, ça veut dire quoi? On a souvent des positions, en fait. Ok, donc et du coup, vous êtes on a groupé, toujours une ouverture et on s'étend, en fait, on tend les jambes. Et là, logiquement, on a toujours le repère sur la toile. En fait, c'est en sortie de figure. Ouais, en sortie de figure, ils ouvrent pour regarder. Ouais. En fait, on a toujours le repère quelque part. On n'est jamais à l'aveugle. Et si vous êtes à l'aveugle, là, c'est... Ouais, c'est dangereux, là. Ouais. Bon, évidemment, mais c'est comme vous parliez tout à l'heure de ce point. La troisième question, là c'est pour le breakdance. Breakdance est une discipline née à la fin des années 60 dans les rues d'un quartier pauvre de New York. C'est lequel? Le Bronx. Harlem, Brooklyn ou le Bronx? Le Bronx. Ça, collab là-dessus? Un collab, celle-là elle est facile. Ouais, facile, c'est vraiment le b.a.-ba. Oui, ça c'est le b.a.-ba, ça. Ouais, le Bronx, né dans les années 70, c'est ça. Et j'étais pas né. Non, ça je sais, mais à quel moment vous vous êtes dit je veux faire ça, moi? Waouh, alors franchement, c'est vraiment venu comme une évidence, parce qu'en fait, je faisais du taekwondo de base et j'étais plutôt bon en plus, et j'aimais vraiment ça. J'aimais beaucoup les sports de combat, et en fait. Je vivais dans un quartier qui s'appelle La Paillade à Montpellier, et à force de voir des danseurs, en fait, je voyais des danseurs dans la rue, en fait, là où je breakais. Et même à Montpellier, il y a une place qui est très connue qui s'appelle la place de la Comédie. Il y a toujours eu des street shows, donc des danseurs qui faisaient du break dans la rue, en fait. Et à force de les voir, ça m'a quand même, j'ai vu un côté athlétique, mais en même temps un côté musical, un côté artistique, donc ça m'a touché, en fait, tout simplement. Et après, ma mère a vu que je commençais à m'y intéresser, à breaker un peu comme ça dans mon salon, en faisant n'importe quoi, en fait, tout simplement. J'étais petit, j'avais 11 ans, et elle m'a emmené dans un gros battle à Montpellier qui s'appelle le Battle of the Air, et là, j'ai vraiment vu le haut niveau, la crème de la crème à ce moment-là de France, en fait. Et là, j'ai vraiment kiffé. Là, j'ai dit, ok, d'accord, c'est sérieux. Et voilà, après, de fil en aiguille, on rencontre des gens, on s'entraîne, et puis voilà. Vous avez parlé de Montpellier, et ça me fait penser, c'est vous qui l'avez abordé, mais on pense au festival FISE, qui est un festival des sports, on ne va pas dire alternatifs, mais sport extrême. Oui. Et on y sera cette année, parce que France Info est partenaire, donc on y était l'an dernier, on y sera encore cette année, donc on aura peut-être l'occasion de se recroiser. Alors, je ne sais pas encore s'il va y avoir du break cette année. Ah, c'est pas sûr, d'accord. Mais
Au plaisir. Welcome. Ouais, c'est toujours un bel événement. Le FIS, c'est une ville qui a investi très tôt dans tous ces sports, exactement. Dans toutes ces disciplines. Exactement. C'est quand même une ville sportive, Montpellier, avec beaucoup de pratiquants. Et très en avance, parce que maintenant on parle beaucoup de breakdance, mais il y a 20 ans, c'était pas forcément le championnat, en tout cas non officiel, de français de break, de compétition en crew, en tout cas, parce qu'au JO c'est du 1 contre 1, mais c'est aussi une discipline qui se vit en groupe, en fait. Et le 8-8 et le championnat français a toujours été à Montpellier. Donc c'est une ville de break quand même aussi. 4e question. Laquelle de ces figures ne fait pas partie du vocabulaire du breakdance ? Le six-step, la coupole ou le triple axel ? Triple. On bosse dur, c'est quand même. Le patinage. Je pense qu'elle avait même la réponse. Oui, c'est le patinage, triple axel. Mais vous pouvez quand même nous... Alors, triple axel, je ne vais pas vous demander de le commenter. Évidemment, la réponse... La figure qui ne correspond pas au breakdance, c'est le triple axel. Le six-step, c'est quoi ? Le six-step, alors c'est ce qu'on appelle un footwork. C'est vraiment un footwork de base. En fait, il y a vraiment, on va dire, 4 grandes composantes dans le break. Il y a les top rock, les footwork, les power moves et les freeze. Freeze, c'est quoi ? Alors les freeze, c'est des poses où on va rester figé sur la main. Voilà, on bouge plus en fait. C'est des freeze, comme son nom l'indique. Les power moves, c'est par exemple le flair, le Thomas, qui est un mouvement aussi de gym. C'est tout ce qui tourne un peu en rotation, etc. La coupole, c'est un power move par exemple. Et le six step, c'est un footwork. C'est plus foot, donc pied, work, travail. C'est un peu, nous en français, on appelle ça les passe-passe. C'est-à-dire qu'on est là, on bouge avec les pieds, avec les mains au sol. C'est très emblématique du break, ça. D'accord. Et la coupole, vous avez dit, pour le décrire, le mouvement ? La coupole, c'est sur le dos. En fait, on passe sur le dos, un peu sur la tête, les jambes en écart. Et le but, c'est... en fait, c'est ça, on tourne. Et vous savez, c'est les... ceux qui faisaient du kung-fu, là, et qui arrivent à se relever comme ça directement. C'est issu un peu de ça. La dernière question, pour ce quiz, c'est sympa d'ailleurs, c'est... Père Papote 75 qui dit sympa le quiz ce soir. On en refera du coup, parce que c'est vrai que c'est plutôt chouette. Quel nom donne-t-on à la mascotte de Paris 2024 ? Alors, il y a 3 propositions. Les Friges, Magic ou Footix, la plus grande mascotte de tous les temps. La première. La première ? Frige, ouais. Vous savez, Oui, je savais. Moi, je savais pas, je me rappelais plus du nom. Oui, comme ça, le frein, j'allais dire. Je savais à peu près. Donc les friches, c'est évidemment la bonne réponse. Magic, c'est une mascotte qui existait. C'était celle des JO de 92 à Albertville. Okay. Donc c'est un petit lutin. On mettra la photo la prochaine fois aussi. Très bien. Donc, merci pour les quiz. Oui, je disais, il y a quand même quelques points communs dans vos disciplines, même si ce n'est pas exactement les mêmes. C'est que vous êtes dans la création. C'est-à-dire, en permanence, vous devez créer des mouvements. Comment ça se passe pour vous en trampoline ? Nous, tout est déjà créé, à peu près toutes les figures sont... Elles existent. Elles existent, exactement. Elles ont tout un nom, on ne change pas le nom et tout quand on les réalise. Et juste, on va faire notre enchaînement avec ce qu'on aime faire, les figures qu'on aime. Après, il faut avoir la difficulté. Aussi. Oui, voilà, c'est ça. Et après, c'est-à-dire avec les points, ce qu'on doit faire avec les plus fortes. Et en fait, on a des minima de diff à réaliser pour être qualifié. Et après, pour être au haut niveau, il faut avoir le nombre de figures dans son panel, quoi. Voilà. Mais maintenant, pour les filles, il faut avoir 2 trifs. Des trifs, c'est 3 saltos. Du coup, il faut faire des triples rotations. Et après, en figure arrière, logiquement, ça va. D'accord. Et pour vous, ça se passe comment ? Alors nous, c'est quand même un peu différent. Alors vous connaissez quand vous montez sur le trampoline pour la compétition, vous savez exactement. Oui, je sais ce que je dois faire. Après, je peux modifier. Vous pouvez modifier. Exactement. Parce que ça dure quoi, 1 minute ? Excusez-moi, je vous écoute. Non, il n'y a pas de problème. Oui, ça dure. C'est très rapide. Ça dure 1 minute avec la prise d'élan. En l'air, vous avez plusieurs options. Exactement. En fonction de la manière dont vous vous sentez. En fait, c'est si on est près du tapis, par exemple. Le but, c'est de faire 10 figures. Et nous, si on tombe, c'est terminé. On n'a pas le droit de refaire. Donc, si on est près du tapis, on va mettre, par exemple, un salto arrière. Un back, ça s'appelle chez nous. Et on modifie vite dans notre tête. On peut changer les figures de place. Juste, on ne les répète pas.
D'accord. Voilà. Mais on peut changer et c'est ça qui est intéressant. Donc si vous changez, faut faut pas la répéter après. Faut avoir prévu que celle-ci ne serait pas dans la combinaison. Et il faut compter aussi. Parce qu'on a 10 figures, si on en fait 11, on est pénalisé. Une question, c'est... Vous en prie. Ouais, parce que c'est 10 figures, mais du coup, c'est du moment que tu lances la première figure, il faut de suite que tu fasses la deuxième, ou tu n'as jamais le droit de refaire faire un saut entre. Ouais, c'est ça. Non, c'est vraiment 10 figures enchaînées. 10 figures enchaînées. Okay. Et souvent, c'est une figure avant, une figure arrière, une figure avant, une figure arrière. Parce qu'il faut être le plus près de... on ne le voit pas là, mais il y a la croix au milieu. Croix au milieu, c'est le repère. C'est comme les hélicoptères qui atterrissent, c'est la même chose. Ouais, en fait, je ne sais pas si vous avez vu quand vous êtes passé, mais on a la croix, et après, il y a le carré. Il y a des traits, après il y a encore des petits traits. Et en fait, on a une machine qui nous compte au sol, qui compte nos déplacements. En gros, quand on est sur la croix, on perd 0 dixième. Et dès qu'on se déplace, on commence à perdre des dixièmes. Voilà, on la voit pas bien, mais dès qu'on s'éloigne, dès qu'on s'éloigne un petit peu, on perd 1 dixième. D'accord. Voilà, et à la fin, même où c'est dangereux, pour le déplacement, oui. D'accord. C'est ça. Quand on a une très bonne note, 9-8, c'est super. Ok. Voilà, en gros. Vous, c'est différent. C'est un peu différent. Alors ouais. Alors déjà, on n'a pas de figure, on n'a pas de nombre de figures imposées. On fait totalement ce qu'on veut. On n'est pas obligé de faire un six-step, on n'est pas obligé de faire une coupole. on peut faire ce qu'on veut. C'est illimité dans les figures, dans le sens où en fait tout n'a pas encore été créé. Il y a des bases qui sont créées, il y a des bases qu'on doit maîtriser, effectivement, mais en fait, on n'est pas obligé de montrer qu'on sait faire les bases. Le but, c'est vraiment, par exemple, d'être musical, et ça, être musical, c'est aussi quelque chose du moment, c'est-à-dire qu'on ne connaît jamais la musique sur laquelle on va passer. C'était super surprenant, parce que donc le DJ, il est là, il joue ce qu'il veut. Il joue ce qu'il veut. Il joue ce qu'il a envie. Donc il y a des classiques, pareil, il y a des sons, il y a des classiques qu'on connaît, mais en général, par exemple, un DJ là s'il joue au jeu, il va forcément sortir des sons qu'on n'a jamais entendus, parce que c'est aussi ça le but. Faut qu'il se fasse repérer. Et vous avez toujours les mêmes DJ ou pas du tout? C'est des DJ du milieu qui tournent, mais non, c'est jamais le même. Ouais. Genre par exemple, si à l'année il y a 5 ou 6 Coupes du Monde, déjà il y a toujours un DJ local, donc forcément ça va changer. Si on est au Japon, ce sera un japonais plus un autre qui est hors Japon, et en fait ça tourne, donc c'est jamais les mêmes, et donc les sons sont jamais les mêmes. On rappelle juste le principe, parce que vous ne connaissez pas forcément la manière dont se déroule une compétition. Bien sûr. Vous avez 2 b-boys ou 2 b-girls, c'est le nom des compétiteurs. Exactement, un de chaque côté. Qui montent sur une scène. Ouais. Il y a la musique. Exactement. Et il y a une battle. Exactement, il y a une battle. On dit un battle. Un battle. Oh là J'étais presque. J'ai 75%. Un battle. J'étais pas loin. Et en fait, c'est un coin bleu, un coin rouge. Les juges ont une tablette en face d'eux, et il y a des critères, et c'est un système comparatif. Donc, à chaque passage, c'est jugé, en fait. Donc, par exemple, coin rouge commence, coin bleu répond. Moi j'ai préféré coin rouge de tant de pourcentage, mais coin bleu, il était plus fort techniquement de tant de pourcentage. Et puis après, le système fait un calcul, hop, il donne la voix coin rouge, coin bleu. Et donc après, c'est sur 2 passages. Et le but, c'est de prendre 2-0 à chaque fois. D'accord. Et au début, c'est 2 passages. Et à partir des top 8, ça peut être en 3 passages. Si on fait 1-1, il faut un passage pour des... Voilà. Et avant ça, c'est le nombre de voix qui compte. Ok. Donc c'est assez simple comme système, quand même. Après, les critères sont... les critères, ça doit être dur un peu. Ouais, c'est la musicalité, la technique, l'originalité, un peu tout ce qui est présence, charisme, etc. Et vos juges, ils sont choisis comment? Vous les connaissez aussi ou... Alors, il y en a qu'on ne connaît pas. Okay, il y en a qu'on connaît, mais il y en a qu'on ne connaît pas. Moi, il y a des juges, je ne les ai jamais vus, mais ils font une formation, etc. Il y en a de toutes les nationalités aussi? Exactement. Il y a 9 juges de toutes les nationalités. Un par pays. Ouais, voilà, c'est ça. C'est votre principe aussi? Oui, nous, c'est 7 juges, 2 pour la difficulté. Qui se concentrent uniquement sur les figures? Sur toutes les figures. Toutes les figures, ils ont un nombre de points. Donc, eux, ils calculent nos figures parce que, par exemple, si on modifie, ils vont avoir, par exemple, ils vont avoir notre enchaînement sur un papier. Et si on modifie, il faut qu'ils soient là pour changer la note de difficulté. Après, on a 5 juges d'exé. Ou 6 juges d'exécution. Eux, ils nous notent ce qu'on fait en l'air. Après, on a le juge arbitre. Et après, il y a la machine qui appuie sur la machine qui nous compte le temps qu'on est en l'air et le déplacement. Le temps que vous êtes en l'air? C'est ça, c'est le temps de vol. D'accord.
Voilà, c'est pris en compte. À chaque saut, le temps de vol à chaque saut. C'est ça. En fait, à la fin, on appuie sur la première figure et à la fin, on a un score qui calcule le temps qu'on a resté en l'air, les 10 figures. Ça, quand on regarde comme ça, honnêtement, on ne peut pas imaginer. De tout le nombre de paramètres qui entrent en compte dans la notation. Ça. Mais du coup, c'est pas que sur les juges. C'est ça qui est intéressant. Il y a la machine qui rentre en compte et du coup, elle qui n'a pas d'erreur. C'est une question que je voulais vous poser parce que tout à l'heure, on avait Bon, il y a des juges aussi en judo. En athlé, il y a un chrono où il y a une distance. Mais l'aspect, un petit peu le facteur humain, c'est super dur à gérer ça. Grave. C'est vrai. Surtout là pour le break du coup. Nous c'est encore plus subjectif parce que eux, ils ont un truc qui est à la fois cool, mais à la fois moi en tant qu'artiste, je trouve ça moins cool. C'est-à-dire que eux, ils ont une note à une figure, donc telle figure égale telle note. C'est mathématique. Pas de... Et en plus c'est vraiment mathématique parce que chaque quart de salto vaut 0,3. Voilà, donc c'est le système est quand même bien fait. Nous, il n'y a pas telle figure égale telle note. C'est pas ça, c'est subjectif aussi. Mais après, c'est aussi ce qui rend la discipline un peu particulière. Parce que quand on regarde, on voit que faut être athlétique. Mais en même temps, il y a un côté artistique qui va au-delà du sport. Et c'est ça que je trouve beau dans cette discipline. Ouais, c'est quand vous dites les JO, il y a la médaille évidemment. Mais il ne faut pas oublier que... C'est un kiff. Dans breakdance, il y a dance, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Il y a la médaille, la performance, mais nous, on n'est pas jugé par celui qui saute le plus loin ou celui qui va tourner le plus longtemps sur la main. On est jugé sur plein de qualités différentes. Et donc, effectivement, il faut savoir danser. Avant de faire des trucs hyper techniques, si tu n'es pas sur le son, c'est disqualificatif carrément. C'est mort. C'est Place de la Concorde Place de la Concorde, 9 et 10 août, il me semble. 9 et 10 août, Place de la Concorde. Mais place magnifique. C'est un terrain exceptionnel quand même pour nous. Franchement, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est en plein air. Normalement, c'est l'été, il fera... Il devrait faire beau. Il fera beau. S'il pleut, là, c'est quand même... Voilà, donc on a hâte. Hein. Vous, ce sera vous Bercy. Bercy Vous connaissez déjà vous êtes, on a fait juste une démonstration parce que aux Internationaux de France des filles, des gyms, on a eu le droit de faire une démonstration. Donc c'est la seule fois où j'ai sauté là-bas. Donc dans une salle pleine, parce que les Internationaux de France en gym, c'est... il y a une grosse ambiance. Ouais. Donc vous êtes déjà habitué à cette... Vite fait, on a fait 3 passages, mais j'ai vu la sensation, et la salle en bas, quand t'es en bas et pas dans les tribunes. D'accord. Est-ce que vous entendez avec la musique, je suis pas sûr, mais vous, quand vous faites vos prestations, on dit des sauts, est-ce que vous entendez l'environnement qui est autour de vous ou la concentration Oui, on entend. Après, souvent, dans une compète de trampo, quand on passe, c'est le silence complet. C'est vrai ? Oui. Souvent, tout le monde va applaudir et tout, et d'un coup, quand on va se mettre à s'élancer, plus un bruit. Donc ça, c'est assez perturbant des fois. C'est demandé ou c'est... Non, c'est... je sais pas, c'est souvent comme ça se fait tout seul. C'est... Même s'il y a du monde dans la salle, ça se... je sais pas, après, j'ai jamais connu une salle bondée non plus et tout, mais souvent, c'est... ils regardent... quand la personne prend sa hauteur, c'est assez impressionnant, donc je pense que les gens, ils parlent pas, et des fois, quand on commence à s'élancer, par exemple, à Rio, les gens, ils ont commencé à applaudir, à faire « waouh, waouh !» parce qu'ils n'avaient jamais vu de trampo de leur vie, donc c'est assez impressionnant. Les JO, vous avez connu déjà ? Oui, mais sans personne, avec personne. Il n'y avait personne dans les tribunes. Ah bah oui, c'est Tokyo. Ah oui. C'est assez triste. Donc là, tout le monde faisait silence. Là, oui. Là, c'était sûr. C'est quoi ce rendez-vous parisien, enfin, ce rendez-vous français même plutôt, il représente quoi ? L'accomplissement de toutes ces années de travail. Et après, déjà, il faut se qualifier. Donc ça, c'est déjà la première étape. Ouais, voilà. Et après, on se mettra dans le bain pour ces Jeux. Mais c'est une excitation et une fierté de représenter la France à Paris. Et moi, j'ai hâte de voir l'ambiance. Parce que ça va être un truc de fou. Parce que on est tous français, on sait comment on supporte déjà. Moi, je suis allée voir le match d'ouverture au rugby et tout. C'était impressionnant. Et du coup, je connais notre faveur et ça va être incroyable. C'est dans 6 mois. Qu'est-ce que ça représente 6 mois dans la vie d'un athlète ? Ça passe vite. Hein. Ouais. 6 mois, ça passe trop vite en vrai. Hein. On se dit, c'est bon, la compétition, c'est dans 4 mois, 5 mois. Et en fait, 1 mois avant, on se dit, mais non, mais c'est déjà là.
en vrai, ça passe trop vite quand on passe du temps à s'entraîner. Moi, en plus, il fait des études à côté. En plus, Vous continuez pendant l'année 2024 vous continuez, Alors, j'ai des aménagements. Je suis pas tenu de vraiment passer mes examens. Je vais quand même en stage pour garder un peu, on va dire, garder un peu la tête dedans, un minimum. Je rappelle, vous faites des études de médecine. Ouais, c'est ça. Et du coup, je vais quand même en stage à l'hôpital une fois par semaine. Je check quand même un peu mes cours. Mais par contre, j'ai un emploi du temps qui est hyper allégé. 80% de mon temps, il est dédié à la pratique du break. Et en vrai, pour une année olympique, c'est obligatoire. C'est trop dur de faire les deux. En fait, à temps plein, c'est juste impossible. Donc, au lieu d'être pas très bon dans les deux, voilà, il vaut mieux être très très bon dans un truc et un peu moins chaud dans un domaine. Mais là cette année, c'est être bon dans le break. C'est la priorité. Vous, 100% trampoline? Ouais, 100%. Ouais. Depuis combien? Depuis 3 ans. Depuis 3 ans seulement. C'est pas énorme, hein? C'est pas. Non, mais bon. Pas un objectif. Non, il faut que je reprenne mes études après. J'avais une question de Nasumo. Le pseudo n'est pas évident à prononcer, mais Nasumo, merci beaucoup d'avoir posé une question. En tant que public, est-il préférable de se faire entendre pour orienter les juges ou plutôt laisser le sportif dans sa concentration? Est-ce que ça joue ou pas? Non. Nous, au trampo, non, parce que en fait, ça va encore plus loin. Comme il n'y a que des juges d'exécution, chaque figure, ils vont faire une médiane de chaque figure. En fait, du coup, ça va trop vite. Après, parce que ça a l'air. 1 minute. Ah ouais. En fait, c'est que les juges, ils prennent chaque figure, on note. Par exemple, on regarde 2, 3, et du coup, à la fin, il a déjà sa note. Et après, il a juste à la marquer sur la tablette, et hop, la note, elle sort. Vous qui êtes dans une discipline, j'allais dire un sport, j'allais me faire taper sur les doigts, une discipline beaucoup plus subjective, le public, il joue quand même. Oui, ah ouais. C'est fou. Ah, il faut que ça crie, il faut qu'il se passe des choses, ça c'est sûr. Nous, on a besoin et ça change beaucoup de choses. Après, je pense que vu que c'est en France, on va avoir on va nous supporter, même peut-être même un peu trop, peut-être on va avoir encore plus de pression. Ouais. Mais en réalité, ça change tout d'être chez soi, dans le sens où on a envie de faire plaisir à ses proches, on a envie de faire plaisir à tout le peuple qui nous regarde. Et puis, c'est notre culture, c'est notre bouffe, c'est plein de choses auxquelles on est habitué, c'est notre fuseau horaire. Et ça, franchement, moi en tout cas, je pense que ça change tout. Après, vous, en plus, ça vous met un peu d'ambiance, non? Ouais, ça nous met grave de l'ambiance. Après, il y a quand même de l'ambiance. Dans les événements de break, en général, il y a de l'ambiance. Ouais. Après, c'est vrai que là, le représentant du pays, c'est encore pire. Mais ça influence pas beaucoup les juges. Par contre, ça peut influencer sa danse. Voilà. Et donc, on peut avoir encore plus d'énergie, on peut vouloir en faire plus, ne pas lâcher quand on est fatigué. C'est en fait, c'est un 12e homme qui est là et qui peut faire la différence, en fait. C'est Clapoty qui nous dit les b-boys et les b-girls. Je pense qu'on avait donné le... Mais c'est ça, exactement. Les b-boys et les b-girls. Exactement. Comment vous appréhendez ces 6 mois qui viennent? Parce qu'on a parlé de l'entraînement, mais il y a une notion qui est super importante, surtout dans vos disciplines, c'est la crainte de la blessure, la crainte d'en faire un peu trop à l'entraînement. Comment vous mettez le curseur? Est-ce qu'il y a des choses que vous interdisez, par exemple, en ce moment? Non, pas spécialement. On s'interdit rien. Après, on sait ce qu'on doit faire ou pas. Vous allez faire du ski, par exemple ou... Non. En plus, on en a parlé parce qu'on m'avait montré les questions et mon entraîneur, il a dit tu dis le ski parce que je t'interdis comme on allait aux étoiles. Les étoiles du sport à la Plagne? Oui, non, c'était à... C'est plus à la Plagne? Non. Ça a changé? À Tignes. C'est pas mal non plus. Et du coup, là... Non, pas le droit au ski. Pas le droit au ski? Non. Vous avez fait de la luge? Oui. Ouais. Exactement. Non, mais voilà, après, c'est des petites interdictions, mais non, ça va... On se met pas trop, il faut pas trop se mettre la pression, enfin essayer du moins à pas se la mettre. C'est assez stressant quand même parce que déjà naturellement. Oui, voilà. Puis même de se qualifier, on sait que c'est pas fait encore. Donc ça, c'est un stress quand même au quotidien. J'ai hâte d'être au mois d'avril et être fixé qui sera qualifié et après se mettre en route, basculer dans la prépa olympique. Pour vous? Ouais, c'est un peu pareil, hein. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai pas d'interdit. Après, c'est vrai que je fais pas d'autres sports, j'essaie de ne pas faire le fou à vouloir faire d'autres sports pour se blesser bêtement.
Et puis après, ces 6 mois, en réalité, moi, je regarde déjà jusqu'aux OQS. Bah oui, parce que tard en plus. Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est juste de l'entraînement, c'est essayer de pas trop se mettre la pression parce que de toute façon, avec le stress, ça mène à rien. Et puis voilà, là, on change pas trop sa manière de s'entraîner en fait. On garde le rythme. En fait, pour moi, être bon, c'est bien s'entraîner toute l'année et pas en faire trop à un moment donné. Et ça marche pas en fait. Ça marche pas. Moi, ça a jamais marché en tout cas pour moi. Donc, je pense que le mieux, c'est d'avoir une certaine rigueur, mais pas d'en faire trop, parce que même pour la tête, pour le mental, c'est pas bon d'en faire trop. D'accord. Non, je lisais en même temps le chat et c'était Frank Sinatra. Je pense que c'est un pseudo. Je ne sais pas s'ils ont la ref ou pas, c'est France Info. Effectivement, on n'a pas du tout la référence, donc si je veux bien la mettre, il n'y a pas de souci. Et puis, autre question de recharge ING. Il y a quelques années, j'avais visité l'INSEP lors des Journées du patrimoine. Les intervenants regrettaient la réduction des moyens et des effectifs liés aux soins et à la recherche. On lit tous les commentaires. Alors, même qu'à l'approche des JOP, la tendance devait être inverse. Est-ce que ça a changé ? Je ne vais pas vous demander de répondre à ça. Est-ce qu'au quotidien, vous êtes bien suivi bien... Oui, très bien. Pour ma part, ouais, pareillement. Franchement, en tout cas, l'INSEP, ici, on est bien suivi. Hein. Parce qu'on a les kinés là-bas et nous, en plus, on a les kinés qui viennent tout le temps à la salle. Tous les jours, il y a un kiné aussi à la salle. Donc, on est au top. Ça, c'est bien, ça. Ouais. Ah, non, on n'a pas ça. Non. Non, bah, c'est un plus petit pôle. C'est un plus petit pôle, je pense aussi. Et puis, après, c'est vrai que déjà d'avoir des kinés à dispo juste à côté de la salle, parce que nous, pour le coup, ils sont vraiment à côté. Ouais, voilà, c'est ça, on traverse une route, c'est bon. C'est déjà bien. Le petit pôle, il est où ? Juste physiquement. Alors nous, Parce que c'est énorme, hein, ça fait... C'était Jérémy, le modérateur, qui nous mettait, je crois que ça fait 28 hectares au total, l'INSEP. C'est absolument immense. C'est immense. Ah ouais, c'est immense. J'ai bien vu depuis 2 ans que c'est immense, mais 28 hectares, non, je pensais pas. Je vais vérifier quand même. Peut-être okay. Si c'est 28 hectares. C'est Maître Diego qui travaille à l'INSEP qui nous a dit oui, effectivement, c'est 28 hectares. Vous êtes où alors donc, Nous, on est bâtiment 1, on est à l'entrée. On est à l'entrée quand on rentre là au rond-point, on a une salle de danse ici. Et après, on est au studio. C'est quel bâtiment, le studio ? Bâtiment E. Donc voilà, on a 2 spots et après, on fait la muscu un peu partout. Ici à Doriola, par exemple, on fait la muscu ici. Il va être le temps bientôt de nous quitter. On va se retrouver régulièrement pour parler de cette préparation. Juste une dernière chose. Votre quotidien, la prochaine compétition pour vous, c'est quand vous me l'avez dit ? 22 février. 22 février, à Bakou. Moi, la prochaine compétition, ce sera sûrement Hip Hop Session le 2 mars. Et c'est où Hip Hop Session ? C'est à Nantes. Mais ça, c'est pas du tout... on est hors format olympique. Voilà, là, c'est vraiment pour le kiff et pour... en fait, c'est pas une compétition fédérale, tout simplement. Mais en compétition fédérale officielle, JO, etc., c'est OQS, Shanghai. Donc en mai. Mais Hip Hop Session à Nantes, on peut voir et on peut prendre des places ou Oui, bien sûr. Ah, oui, bien sûr. C'est une belle compétition du milieu qui est très connue, qui existe depuis très longtemps. Je ne pourrais pas dire combien de temps, mais qui existe depuis très longtemps et qui est très connue et phare du mouvement hip-hop. On vous remercie beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Merci pour beaucoup. Cette discussion cool. Comme ça. On a vu qu'il y avait quand même, même si ce n'était pas les 2 mêmes disciplines, vous aviez quand même... Il y a quelques figures, on fait des petits équis et tout. J'aime bien le trampo, j'aime bien la gym. Je trouve ça très, très impressionnant. Et le trampoline d'autant plus. Merci. Ouais, non, vraiment. On vous souhaite le meilleur évidemment pour les prochains Jeux Olympiques et pour tout le reste, hein, parce qu'on se focalise là-dessus, mais c'est une partie de votre vie, c'est une partie qui est importante, mais c'est pas toute votre vie non plus. Non, donc on vous souhaite de tout réussir et on souhaite de vous retrouver cet été, en juillet et en août, pour vous applaudir et puis peut-être pour vous voir avec des médailles autour du cou. Déjà, on l'espère, hein. On a compris qu'il fallait se qualifier. C'est ça. C'est le premier objectif et après juillet-août pour la fête que nous on regardera et que vous vivrez, je l'espère. J'espère aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous. Alors j'avais plein de remerciements à faire et je vous avoue que dans mes fiches, j'ai un peu tout perdu. Je suis vraiment confus. Donc je remercie tous les gens qui ont participé à
à la réalisation de cette émission. Merci beaucoup. Je ne veux pas nommer de nom parce que je vais en oublier. Je suis vraiment désolé. C'est pas bien. Je suis vraiment confus. Mais la prochaine fois, je ferai mieux. Je les mettrai dans un autre endroit. Mais là, j'en ai partout. Donc, merci beaucoup. On se retrouvera régulièrement, je le pense, pour parler de la préparation olympique, certainement à peu près une fois par mois, pour vous accompagner, pas vous guider, vous accompagner en tout cas dans cette préparation, pour voir le meilleur des Jeux à Paris en 2024, en juillet, en août. Merci à vous, on se retrouve très vite. À plus. Merci, au revoir. Bonne soirée, ciao.